29 novembre 2025, bienvenue sur le TSLH Podcast. Je suis avec Pascal et on va être rejoint sous peu par Jessica Lemay, rédactrice avec nous sur le toutsurlehockey.com. Jess, elle couvre le Rocket également. Fait que ça va être un classique avec elle, une petite jasette sur le CH, sur le Rocket également, comment ça se passe dans le club école. On va parler des récentes performances du Canadien également. Mais avant de commencer, dans un premier temps, pour les membres Patreon, à partir de demain matin, je vais planifier la publication, mais ça devrait être autour de 8h, 9h demain matin. Sur Patreon, vous allez avoir accès au décompte des meilleurs joueurs U23 dans le monde du hockey. Donc, c'est pas seulement les espoirs en dehors de la NHL, ça inclut également les joueurs de la Ligue nationale. Pascal, peux-tu nous en dire plus sur l'exercice que tu as fait dans les derniers temps? Un exercice qui est similaire à celui de Corey Pronman via The Athletic, j'imagine? Oui, exactement. Dans le fond, j'ai pris un peu les mêmes critères que lui. J'ai fait mon mouton après lui, puis puis Marty du podcast Le Relais. Je me suis dit, ben, c'est tous des gars que j'ai vus beaucoup. Tu sais. Fait que ça n'a pas pris grand-chose, pas grand visionnement de plus pour que je puisse juste compléter ce top-là. C'est, dans le fond, tout ce qui est plus jeune que, je pense, c'est le repêchage 2020, les pas late, donc nés après. Tu sais, les autres sont nés en janvier quand ils sont repêchés en 2020, si je me souviens bien, c'est pas mal ça. Donc, voilà, j'ai monté c'est un top 100, dans le fond, que j'ai fait. Au début, je voulais faire 75, mais là, il y avait trop de joueurs que j'étais comme, mais je suis capable quand même de le placer, lui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier le classement. J'ai l'intention de faire une capsule aussi pour donner les points chauds, mes analyses et tout, mais ça, c'est plus la semaine prochaine. Fait que dès demain matin, les membres Patreon vont avoir accès au classement. Et je vous demande, commentez la publication sur Patreon, posez-moi des questions, qu'est-ce que vous voulez savoir, les analyses, tout. Puis je vais y aller là-dessus, parce que moi et Matt, c'était un site, les horaires, c'était un peu disparate, là. Fait que c'est un épisode que je peux faire tout seul. Fait qu'en ayant ça, vos questions et tout, ben ça me prendra pas 3 heures de faire le top 100, parce que ça serait ça, juste à faire tout seul. Donc, je préfère aller plus vers les questions. Donc, vous aurez accès au tableau complet c'est un top 100, hein, c'est ça, Pascal? Je veux juste pas me tromper. Top 100. C'est un top 100. Donc, top 100 des meilleurs joueurs U23 disponibles sur le Patreon seulement. C'est une exclusivité Patreon. Donc, comme Pascal le mentionnait, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire sur le classement. Pascal va y répondre dans une capsule la semaine prochaine. On ne sait pas trop quand. Peut-être la semaine d'après, il n'y a pas d'urgence, mais ça va laisser le temps aux gens de lancer leurs questions puis de commenter et analyser le top 100 à Pascal. Exact. Pascal, cette semaine, il y a eu toute qu'une transaction. Moi, je faisais une sieste dans la soirée et lorsque je me suis réveillé, premièrement, le cœur m'a fait 2 tours parce que j'ai vu que Mikko Rantanen a été échangé. Et deuxièmement, j'ai failli faire une réelle crise cardiaque quand j'ai vu des tweets avec le nom de Sidney Crosby. Ouais, te connaissant, c'est sûr que tu as disparu. Finalement, la transaction en tant que telle, c'est Mikko Rantanen qui prend le chemin de la Caroline. Martin Necas s'en va au Colorado. Taylor Hall par la bande avec une rétention de salaire des Blackhawks se retrouve avec les Hurricanes également. Pour ce qui est de Sidney Crosby, c'était une rumeur, c'est par association si on veut. Veut pas, l'Avalanche a libéré du contrat sur sa masse salariale. Puis on connaît les liens entre Crosby et McKinnon. Kevin Weeks. Ouais, mais ils viennent aussi de la Nouvelle-Écosse, donc les deux s'entraînent ensemble et tout. Donc voilà. Puis Kevin Weeks a publié une photo de la ville de Pittsburgh avec 2 petits yeux. Évidemment, il fait tout le temps ça. C'est tout le temps. C'est ça. Puis Dan Kingerski, le propriétaire de Pittsburgh Hockey Now, a fait la même chose. Fait que c'est sûr que là, ça s'emballait un petit peu, mais Chris Johnston a mentionné que Pittsburgh avait aucune intention d'échanger Crosby. Fait que ça reste des rumeurs pour l'instant.
La décision revient à Crosby, pas à Pittsburgh ni à Dubas. Exact. Exact. Ce qui nous intéresse pour ce début de podcast, en attendant Jess, Pascal, c'est de savoir qui est Jake Drury. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais Jake Drury a été échangé par les Hurricanes avec Martin Necas. C'est un joueur de centre qui avait un rôle plutôt de soutien. Joueur de centre, je me trompe-tu? Non, c'est ça, joueur de centre. Qui avait un rôle de soutien avec les Hurricanes de la Caroline. Pascal, tu m'as mentionné l'avoir regardé à quelques occasions dans le passé. Mm-hmm. Pour les auditeurs, peux-tu nous parler? Tu sais, Martin Necas, Mikko Rantanen, veut pas. On les connaît là, par la bande, c'est des producteurs de points, on les voit aller et tout, mais Jake Drury, c'est un peu un joueur peut-être un peu plus méconnu de cette transaction-là. Fait que pour les auditeurs, parle-nous de cet attaquant-là. Oui, Jack Drury. Jack. Jack. Oui, dans le fond, il a été repêché en 2018. Là, n'importe qui peut aller voir sur sa fiche Headed Prospect ou Hockey DB. Dans le fond, il a été repêché en USHL. Il a fait 2 ans à Harvard. Et pendant la pandémie, quand la NCAA, ça branlait dans le manche, il est allé en SHL à Vaxo, puis il a fait 30 points en 41 matchs. Puis là, on a commencé un peu à parler un peu plus de lui. À son repêchage, il y avait un gros problème au niveau du patin, mais c'était un gars qui était un peu un couteau suisse. Dans le fond, il pouvait faire un peu tout sur la patinoire. Tu sais, un peu petit, il veut pas. C'est pas un gars qui a une power game, mais c'est un gars qui est très, très, très intense. Bon moteur, c'est-à-dire qu'il a un rythme de jeu assez infernal. C'est-à-dire il est partout à la fois, mais pas assez rapide. Donc ça, c'est vraiment le gros red flag le concernant. Puis on avait peur un peu sur son potentiel maximal à cause de ça. Il a fait ses classes dans la Ligue américaine. En 2021-2022, il a fait 52 points avec les Wolves de Chicago. Après ça, l'année d'après, 24 en 37. Mais il a fait le saut en 2023-2024 dans NHL, puis il a scoré 27 points en 74 matchs. L'année d'avant, il avait fait 38 games. Là. C'était coup-ci, coup-ça. Donc là, on s'est dit, bon, bah parfait, l'année passée, c'est un joueur de la NHL, va être sur le top 9, voire top 6 pour prendre la place à Kéké, si Kéké va pas très bien. Il a quand même joué un bon rôle l'année passée. Cette année, ça va pas super bien. Avec toutes les signatures, puis comment que l'équipe va, ben il y avait vraiment un rôle sur le 4e trio, des fois 3e. C'est un joueur qui est la même affaire qu'à son repêchage, c'est-à-dire bon partout sur la glace, peut jouer sur le powerplay, excellent sur le PK, excellent sur les mises en jeu aussi. Cette année, il y a 58% avec la Caroline, il y avait 58% sur 400 mises en jeu au total. Ce qui est quand même très bon, on va se le dire. Mais juste 9 points en 39 games. Fait que c'est pas assez. Là. Il a fait 3 matchs en ce moment à Colorado. Il y a 2 buts. Fait que, est-ce qu'il est plus utilisé? Pas nécessairement. Il n'y a pas 1 minute sur powerplay. Puis un petit peu, je pense qu'il y a 1 minute en 3 games sur le PK. Mise en jeu, ça va pas super bien au Colorado, mais utilisé dans pas une équipe nécessairement plus profonde, mais peut-être un peu plus de mise en jeu en offensive, un peu plus pas nécessairement de responsabilité, mais un changement d'air fait du bien pour lui. Fait que, c'est un top 9, voire top 12 dans une équipe qui amène la profondeur du secondary scoring, dans le fond, qui amène de la production secondaire dans ton équipe, ce qui manque beaucoup à Colorado. Donc, qui est pas cher, c'est du cheap labor. C'est comme Jake Evans, c'est vraiment défensif. Puis oui, il a produit, mais on le voit bien que ça va pas super bien parce que il jouait au-dessus de sa tête. Mais tu m'as même joué en erreur. Jack Drury, le fils de Ted. Dans le fond, lui, il peut-être sa carrière va peut-être être un peu plus offensive, mais c'est un peu le même rôle qu'il va avoir dans une équipe, c'est-à-dire bon c'est mis en jeu, bon sur le piqué, un peu petit, mais intense, un peu partout. Fait que c'est un gars remplaçable, oui, mais au salaire que tu le payes, t'es content qu'il soit là. Fait que c'est cool que Colorado l'ait acquis, mais est-ce que c'est un gros morceau qui fait pencher le train d'une balance d'un bord ou de l'autre? Pas nécessairement. Mais l'affaire qui fait pencher la balance à date, c'est est-ce qu'il va signer là ou non? Moi, c'est juste est-ce que tu es capable d'analyser le trade? Les deux équipes ont ce qu'ils voulaient probablement, mais tant que la signature de Rantanen n'est pas faite, la Caroline demeure. C'est risqué, là, tout comme avec Tkachuk. Là.
C'est dur de donner un gagnant, effectivement, sauf que considérant que l'Avalanche va avoir l'aubaine Martin Necas, parce que ce gars-là gagne 6 millions présentement, puis il produit à plus d'1 point par match. Donc, si tu es 2 ans à avoir cette aubaine-là avec Necas, déjà, tu es quand même assez gagnant. Mais Rantanen, c'est l'été 2025 qui va dicter la transaction, comme tu le dis. Necas, c'est l'été 2026 qui va être UFA. Peut-être qu'ils vont avoir juste 1 an de plus de Necas, puis après ça, il s'en va UFA. Mais l'avantage, c'est que Necas, tu as encore une autre saison pour... si tu te rends compte que tu n'es pas capable de le signer, au moins tu peux le réchanger. C'est ça. Ce que la Caroline ne peut pas vraiment faire avec Rantanen. Tu ne vas pas aller l'échanger à la date limite des transactions. Là. Tu viens de payer quand même cher pour lui. Fait c'est ça. C'est un bon risque quand même. À voir s'il va... Mais tu sais, là, à 14 millions, j'ai pas les données devant moi. Je ne sais pas s'ils ont des gros contrats qui vont se soustraire de la masse salariale à la fin de la saison. Mais de mémoire, les Hurricanes ne sont pas une formation qui ont une masse salariale avec des salaires dérisoires. Fait avec l'augmentation prévue du plafond salarial, je pense qu'un contrat à la 12-13 millions pour Rantanen, ça pourrait quand même être possible. Ben, ils ont AO à 9,75, Zvechnikov à 7,75, Jarvis 7,75. Mais ce qui n'est pas tant... C'est pas, non, c'est correct. Ce sont des bons contrats. Ils ne surpayent pas personne présentement, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a Hall qui se termine cet été à 6 millions. Roslovich. Après ça, il y a Jesper Fast. En défensive, il y a Orlov à 7,7 millions qui se termine cet été. Puis Brent Burns. Fait que, il y a quand même de la libération. Orlov, probablement qu'ils vont essayer de leur signer, mais Burns, tu le laisses partir ça, il n'y a pas de problème. Puis même Orlov, d'après moi, tu es capable d'aller chercher une option similaire sur ta défensive avec un salaire doublement moins cher. T'sais. Non, exact. Là, ça demeure un bon joueur, mais sur les UFA, il y a quand même des possibilités aussi d'aller chercher des joueurs. Moins cher. Ouais, c'est ça. Moins cher, pas mal. Puis il y a Frederick Anderson, le goaler à 3.4, 3.5. Il y a quand même possibilité de faire de la place pour acheter ce gros joueur-là qui est important pour n'importe quelle franchise. Est-ce que tu aurais préféré lui ou, mettons, Elias Pettersson dans ton équipe? Moi, les Canucks présentement, là, je touche pas à Elias Pettersson. Je suis pas dans le vestiaire. Mais je vois, j'ai regardé un match en particulier des Canucks, puis à voir les vidéos présentement qui circulent, moi j'ai plus l'impression que c'est lui le problème, Elias Pettersson. Plus que JT Miller. Parce que Miller, tu vois qu'il veut gagner pareil. Oui. Il est en sacrament de qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire. Tu le vois devant les médias. Il jette les gants pour se battre parce que il veut changer le momentum. Il fait des choses concrètes sur la patinoire pour changer les choses, tandis qu'Elias Pettersson, il se passe fuck all. Ouais. Strictement rien. Puis, pour revenir à la question, je préfère assurément Rantanen parce que tu as Sébastien Aho. Tu vas avoir la combinaison Aho-Rantanen. C'est une belle combinaison à avoir. Pour les séries. C'est ça, il y a de l'expérience, il a gagné la coupe. C'est quelque chose qui manquait peut-être avec les Hurricanes dans les dernières années. On perdait quand même tôt en série, puis c'était pas par manque de talent ni rien. C'est qu'on dirait qu'il manquait une espèce d'expérience dans l'alignement, puis je pense qu'ils sont allés chercher ça. Ouais, ils sont allés chercher ça avec Rantanen. Moi, Pettersson, je le prendrais dans mon équipe, il n'y aura pas de problème, mais je pense qu'en ce moment, sa valeur ne peut pas être plus basse qu'elle l'est. J'ai même vu quelqu'un dropper genre qu'il n'y aurait pas grand chose pour Pettersson, JT Miller à cause de tout ce qui se passe. Mais tu sais, être Vancouver, je penserais pas que je ferais une vente de feu pour les deux plus gros joueurs à l'attaque. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se solder Vancouver parce que sérieux, ils ont une bonne équipe quand même. C'est pas ma préférée, mais
ils sont meilleurs que leurs fiches, là. C'est dégueulasse ce qui se passe là, en ce moment sur la glace. Puis dans le vestiaire, les journalistes, ils lâchent pas. Encore aujourd'hui, J.J. Miller s'est fait poser des questions. Puis il disait, je veux pas commenter, je commenterai pas. Puis les journalistes, ils lâchent pas. Puis tu sais, c'est Scott Gomez que j'ai vu commenter la situation. Il dit, tu sais, si ça se passait à New Jersey, le monde s'en sacrait. Là. Il poserait même pas de questions dans le vestiaire. Il s'en foutrait de ce qui se passe dans le vestiaire. Mais au Canada, puis dans d'autres marchés aux États-Unis, des fois, c'est autrement, puis ils se font poser des questions non-stop. Fait que, c'est sûr que ça distrait l'équipe, là, au fond, c'est sûr. Parce que c'est sûr que dans n'importe quelle équipe, il y a des coéquipiers qui s'aiment pas. Mais quand les journalistes, puis tout le monde en parle, puis te remet ça dans la face à chaque jour, ça a un Christi d'impact là, sur ta formation. Ah, c'est sûr. Le DG, il faut qu'il fasse de quoi. Là. Sérieux, faut qu'il fasse de quoi, parce que ça peut pas continuer comme ça. Ben là, ça a été adressé par Jim Rutherford. Là. Le président des Canucks a mentionné que il n'y avait plus de bonne solution là, pour avoir un esprit d'équipe dans la formation actuelle. Puis clairement, de la façon qu'il parlait, c'est Miller et Peterson qui risquent de partir. Par contre, là, ce qui arrive, ça sera assurément un sujet de discussion un peu plus tard, mais tu reconstruis, tu échanges tes deux gars-là, puis tu reconstruis un peu sur le fly, puis ça, puis finalement, ça marche pas, tu gagnes pas. 2027, Quinn Hughes, agent libre, sans compensation. Ouais, c'est ça, tu sais. Bye! Ouais, puis tu sais, il était dans la course pour Mikko Rantanen. Là. Fait que je pense pas qu'ils veulent le vendre contre genre, tu sais, on voit sur Internet, sur les chats, sur n'importe qui, on voit genre Dak, Mayu, puis un first. Tu sais, ça. Yeah. C'est pas ça qu'ils veulent, là. Tu sais, peut-être que ça marche. Que, mettons, que c'est un prix qui serait correct dans n'importe quelle autre situation, mais pour une équipe comme Vancouver qui ne reconstruisent pas, ce qu'ils veulent, c'est ton premier centre contre, ou c'est ton premier allié ou ton premier défenseur. Fait que... Bref, c'est pour ça qu'ils voulaient Rantanen. Là, en faisant ça, Rantanen s'en va en Caroline. C'est comme, bon, Christy, c'est quel autre gros joueur qui est disponible sur le marché pour que tu aies échangé Peterson, puis encore un autre gros joueur pour J.T. Miller. Je pense que Miller vaut moins cher. Parce que c'est lui qui a une réputation un peu... Oui, peut-être que c'est Peterson le problème, mais Miller, c'est pas un bully, mais c'est un gars qui dit tes quatre vérités, là, qui est un peu... je flippe la table quand je suis pas content. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça dans un vestiaire. Fait que non, j'ai hâte de voir, sérieux. C'est le fun, les gros trades de même, sérieux. Là, on se préparait pour la fondue hebdomadaire avec ma blonde, mais ça arrive. T'es comme, oh, tabarnouche, je lâche ton téléphone. Non! Non! Je lâcherai pas mon téléphone, désolé, Bobby. Hey Pascal, avant d'être rejoint par Jess, petit passage sur notre mock draft, tout sur le hockey. Sur le site, pardon. Sur le site, on a mis la première ébauche du mock draft de tout sur le hockey. Vous pouvez le consulter dans l'onglet mock draft du site web. Le top 32 d'un mock draft TSLH est là. On a changé un peu le visuel cette année. Chaque joueur, vous pouvez cliquer, puis il y a un menu déroulant, puis il y a une petite description, les mensurations et tout. On a les rangs des joueurs selon les listes les plus contemporaines. Donc, présentement, ce qu'on voit, c'est les rangs de listes de mi-saison. Chaque fois dans le préliminaire. Préliminaire, c'est ça. C'est préliminaire. Parce que là, éventuellement, on va faire notre mi-saison, puis ça va être mis à jour. Dans le podcast, on met le mock draft sur le site relativement à jour en fonction du classement, quand même assez souvent, le plus souvent possible, dans la mesure du possible. Pascal, dans le podcast, j'aimerais ça, à chaque fois qu'il y a des petites modifications, qu'on vienne parler brièvement des joueurs qu'on a ciblés pour le CH. Et dans ton premier ébauche du mock draft, tu places Jack, oui. Jack Nesbitt et Justin Carbonneau pour le Canadien de Montréal dans le mock draft. Brièvement, Pascal, parle-nous premièrement de Nesbitt. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. Je pense que le centre va être un besoin pour le Canadien à moyen terme. Fait que c'est sûr, selon moi, qu'ils vont viser cette position-là. L'attaque en général, puis la défensive à droite, mais avec Rennbacker, probablement qui est dans leur tête, c'est comme réglé un petit peu. Mais bon, bref, je pense que les grosses
les gros trous névralgiques en ce moment sont à l'attaque au centre, puis même aux ailes aussi. En ce moment, dans la banque d'espoir, il y a Demidov, il y a Age, mais ça manque de firepower, je trouve, là, de firepower, excusez. Donc, Jack Nesbitt, c'est quoi? Ben, c'est un gros centre two-way, si on veut. Là. Dans le fond, je pense qu'il est 6 pieds 4 ou 6 pieds 5. Là. Je vais cliquer sur le menu déroulant. Il est 6 pieds 4, 183 livres. Donc, c'est un joueur que moi, j'apprends à aimer au premier classement qu'on a fait en novembre. Ça faisait pas tant longtemps que j'avais commencé à regarder ses matchs. Je l'appréciais beaucoup. Il y avait juste Simon Servant qui l'avait 31e. Moi, je l'avais 39 ou 38, si je me souviens bien. Puis, il est vraiment dangereux autour du filet. C'est un gars responsable. Il a quand même une bonne mobilité, mais c'est le moteur un peu. Des fois, c'est pas qu'il est pas impliqué, mais il pourrait l'être un peu plus. Il pourrait bouger un peu plus ses pieds, mais il est capable de se faire de la place. Pas de se faire de la place, mais de déjouer. Des bonnes mains, protection de rondelle, bonne portée. Excellent sur les mises en jeu. Il y a 51%, je pense, en ce moment, ce qui est pas mauvais. Au début de l'année, il était premier centre de l'équipe de Spitfire de Windsor. Il est réduit deuxième, troisième centre avec sur le premier piqué, puis il joue aussi sur powerplay. Mais parce qu'ils ont acquis des joueurs, fait que ça fait en sorte qu'il a baissé dans l'organigramme. Mais sa production n'a pas baissé, elle. Elle est demeurée très intéressante pour malgré sa position. Puis il produit même contre London, contre les grosses défensives de la OHL. C'est un gars qui produit quand même. Tout le temps proche du filet. Son tir est pas nécessairement incroyable. C'est pas un marqueur inné. Mais il marque ses buts d'en face du goaler. Il voile la vision. C'est pas un contrôleur de jeu. C'est vraiment juste un gars complémentaire au centre élite, selon moi. Là. Il gère bien la rondelle dans sa zone, il est très bon. Fait que, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un bon centre middle six. Est-ce que c'est tôt à 17? Peut-être, mais je crois qu'il va augmenter dans les listes de pas mal de monde parce que il est tellement constant. Fait que c'est pour ça qu'il est là. Dans ma liste top 32 qui s'en vient à mi-février, il va être pas mal plus haut que 38, 39. Justin Garbodot, le Québécois, le meilleur après Desnoyers, selon moi. Là, c'est lui qui il n'est pas sorti de nulle part en début de saison, mais il fait juste prouver à tout le monde à quel point il est excellent. Il se développe super bien en ce moment avec l'Armada, qui est une excellente équipe pour le développement des joueurs dans le national de hockey. Il est dangereux sur une patinoire. Il a un excellent tir. Son patin est bon aussi. Son gabarit est très intéressant. C'est bien 192 livres, surtout si on mêle avec sa rapidité. En ligne droite, c'est un gars capable de déborder les défenseurs, de faire des feintes à haute vitesse, de tirer à haute vitesse aussi. Il est vraiment difficile à lire son tir. Son entraîneur, au début de la saison, ne l'utilisait pas trop en situation défensive, mais un peu au début de novembre, il a commencé à l'utiliser plus sur le piqué, puis ça n'a jamais arrêté. Il est rendu souvent sur la première unité dans les matchs selon quand est-ce que la pénalité arrive, c'est qu'il était sur la glace. Là. Puis il a un bon niveau, très bon bâton, puis parce qu'il lâche pas. Il peut devenir un power forward, il peut devenir un marqueur de but, un gars de machin de vitesse, bon dans les deux sens à patinoire. Fait il est vraiment en train de se développer en joueur de hockey, vraiment intéressant. Puis il a un petit edge aussi physique, pas nécessairement le gars qui va se pitcher partout, qui va déranger à fond l'adversaire comme Desnoyers, capable de le faire. Mais il y a quand même un petit edge au niveau physique. Fait que c'est un joueur que, oui, il est 19 là. Est-ce qu'il pourrait sortir plus tôt? Peut-être, mais il y a quand même d'autres options intéressantes pour les équipes de la nationale de hockey, dont des centres. Lui, c'est un ailier. Puis il est dans les HJMQ. Généralement, les gars de la LHJMQ descendent. Fait que c'est pour ça que je le mets un peu plus bas. Mais dans une liste au niveau du talent, il serait probablement un peu plus haut. Moi, j'espérerais que Jake O'Brien descendre au choix des Canadiens, puis Lyndon Lokovic. Mais je pense qu'ils vont sortir un peu plus haut. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'options qui sont intéressantes entre 10 et 20. J'ai aucun problème avec deux choix entre ces rangs-là. Dans le top 10, tant mieux. Mais entre 10 et 20, il y a beaucoup de noms intéressants. Donc, c'est accessible sur le site Mock Draft NHL dans la barre supérieure du site web ou dans le menu les trois barres côté à droite. Vous pouvez consulter le Mock Draft NHL. On le met à jour le plus possible, comme on disait, mais le classement change tellement souvent. Aucun de bon sens. C'est ça. Fait que, des fois, c'est sûr que les rangs ne fitteront pas avec la journée que vous allez regarder. Mais au moins, ça vous donne un petit aperçu, grosso modo, des joueurs qu'on pense qui vont se trouver autour des rangs
du CH. On n'a pas de machine automatisée comme les My NHL Mock Draft et tout ça, tous ces sites-là. On y va à la bonne vieille mitaine. Mais au moins, on est capable de vous prodiguer le plus d'informations concernant le mock draft, puis c'est évolutif pendant toute la saison. On va refaire l'exercice dans le podcast à chaque fois qu'il y a des joueurs nouveaux qu'on cible peut-être pour le CH. Petit segment pour vous présenter les joueurs tout au long de la saison. Yes, sir. Je la fais pas plus attendre. Jessica! Salut. Bonsoir. Salut! Est-ce que vous m'entendez Ça bien? va? Ben oui, on t'entend bien. Yes. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Très content de t'avoir sur le podcast, notre classique jasette du CH et du Rocket. Yes. Puis c'est le fun, on a beaucoup de questions sur Patreon quand même. Les gens ils ont participé, ils ont répondu à l'appel. Après moi, là, ils s'ennuyaient du podcast. On n'a pas fait la semaine passée, là. On sentait une animosité. On avait hâte de voir le TSLH podcast. On a lancé des questions. Aime ça, le monde craquait de même. Merci. Yes. C'est peut-être les 3 défaites du CH puis la perte de Goulet que le monde s'intéresse aux espoirs un peu plus tout d'un coup. Je m'attendais tellement pas à une lacération de sa cuisse. C'est comme des splantes. Quand il y a le patin qui rentre dans une craque de glace, tombe, se cogne l'épaule, la hanche, et comme il se pogne un peu le genou. Moi, je sais où qu'il s'est blessé. Il s'est coupé. Hein? Ça n'a pas dû faire du bien, là. Ouf! Non. Jess, c'est connu. Tu travailles dans le domaine médical. Là, j'ai une question pour toi par rapport à Goulet. Parce que j'avais la discussion avec Guillaume Lemieux sur Twitter aujourd'hui. Puis on se posait la question. Puis moi, c'est pas mon domaine. Fait que lacération versus déchirure. C'est quoi la différence? Mais là, lacération, c'est parce que c'est une coupure, tu sais, une déchirure, c'est parce que c'est ouvert, tu sais, il a fallu qu'il... Tu sais, moi, en santé mentale, on parle juste de lacération, là, on parle pas de déchirure, là. Fait que, tu sais, c'est comme mon domaine à moitié. Mais je te dirais que lacération, c'est que c'est chop-chop, là. Ouais, en fait, en santé mentale, c'est du monde déchiré. En tout cas, non, j'irai pas là. Ouais, le déchirement, il est plus profond. La lacération, c'est chop-chop. C'est ça. Exact. Pas de blague, ça. Well. Bon. Solide, ça part fort. Ouais. All right. Mais c'est ça, je me disais. Tu sais, moi, dans ma tête, la déchirure, tu sais, on a vu Braden Point, c'était, il y a eu un torn quad en série, je crois. Puis c'est ça, c'était une déchirure du quad. Puis il avait joué pareil, tu sais. Il a manqué du temps après, puis il y a eu de la rehab à faire, mais il avait joué pareil. Tandis que là, une lacération, clairement, tu te fais opérer le soir même. Mais on peut s'attendre à une Il y a eu un attente. chop, là. Ouais, Oui, le muscle avait pas. Ouais, moi, On je peut m'attends pas à le s'attendre. revoir cette année. Non, là. c'est ça. Honnêtement, Même pas cette année, non? écoute, cette année, excuse, je te dirais au moins 2-3 mois, là. Ouh, OK. Ouais, moi, ça m'étonnerait vraiment. En avril, là. ouais. En avril, Ils ont gros dit minimum. indéterminé parce que là, tu sais, faut que ça guérisse, tu sais, même si c'était genre une chirurgie d'un jour. Faut quand même voir comment ça guérit, comment il récupère, tu sais, mais honnêtement, là, moi, la saison, ciao bye, là. Honnêtement, je serais surprise qu'ils reviennent puis qu'on risque, surtout que je m'attends à ce que ça glisse, là. Ouais. Mais bon, c'est... Ouais, ça fait 2 Pauvre semaines, lui, ça là. glisse. Hein. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut que tout le monde aille bien pour que ça fonctionne. Faut que tout le monde... Il faut vraiment que tout le monde aille bien. Ouais. Puis, tu sais, quand on a vu la réaction de Saint-Louis, il dit crime, ça n'a pas de l'air tant hot. Mais il avait de l'air vraiment étonné, genre, hein? Quoi? Fait que, tu sais, Ouais. Mais là, on comprend mieux. Hein? probablement, il se demandait probablement c'est quoi la déchirure ou ben, la lacération, c'est quoi la différence? Quand il se fait dire, il s'est coupé. Hein? Il s'est coupé. Même réaction un peu que j'ai eu quand j'ai vu la nouvelle, le scoop de Tony Marinaro. Bravo à lui là, qui avait le scoop. Là. Mais c'est comme. Honnêtement, là, toute une situation. Je pense, si je suis capable d'avoir la vidéo, je pense que je vais faire un reel pour la page Facebook de ça, mais j'ai l'impression que le soigneur est arrivé, a dit à Martin Saint-Louis, « Hey, c'est pas le genou, c'est pas la cheville. » Puis là, Martin Saint-Louis fait comme une face, tu sais, « OK. » Puis là, le soigneur dit, « Ouais,
il s'est coupé la cuisse. Puis là, il y a comme la portion, what the fuck, là, qui arrive. Puis là, il roule des yeux, genre, ah, tabarnak! What he says? C'est la saison. Vas-y. Quand c'est pas un gars qui se fait frapper par un char, c'est la lacération. C'est quoi le prix de 3 mois, de 1 mois d'équipe pleine? Un gars qui se fait frapper par un char, puis un gars qui se coupe avec son propre patin sur la cuisse. Mais tu sais, c'est ça la game. Je veux dire, ça. Ben, pas Heinemann, là, mais tu sais. Ouais. C'est Dak, quand il a fait son vol plané puis il est tombé foufoune à terre, tu sais, je veux dire, moi, j'étais comme... Ouais, on a comme tout retenu notre souffle, hein. Mais il y a vraiment le don de tomber. Il y a vraiment le don de tomber comme un gars d'un dessin animé. Là. C'est sérieux, il revole tout le temps, les pieds dans les airs. C'est comme... Comment? Pourquoi? Ouais, on en a une couple chez le Canadien qui... Ouais, on en a une couple chez le Canadien qui... Le Canadien... La saison finit le 17 avril. Mettons qu'ils font pas une série, là. 17 avril, là, tu sais, on est, mettons, 1er février, là. C'est 2 mois et demi, là. Ce serait étonnant qu'ils soient là, sérieux, là. S'ils disent 2 à 3 mois, là, moi, je bangerais pas mal plus sur le 3 mois, là, parce que c'est pas une petite blessure, là. C'était le muscle qui est la série, là. Ouais, je pense qu'en ce moment, tu sais, ils ont mis indéterminé parce que, tu sais, ça doit dépendre de... Mais pour ce qui est des blessures semblables, ce que j'ai entendu, c'est minimum 2 mois, là. Minimum. Pauvre. Dans les questions, là, il y avait Marc Paré qui a possiblement une boule de cristal chez lui. On te salue, Marc, parce qu'il y a 3 jours, il avait posé la question sur Patreon. S'il y a un blessé à la défense du CH, est-ce qu'il y a des chances que Logan Mailloux soit rappelé? Finalement, c'est Jayden Strouble qui a été rappelé aujourd'hui au moment d'enregistrer le podcast. Jess, as-tu été surprise de voir qu'on a mis fin à la période de reconditionnement de Strouble rapidement? Tu sais, il était éligible quand même à 3 autres matchs, puis je pense qu'il restait peut-être un 9 jours aussi de présence dans la Ligue américaine. Alors que Logan Mailloux vient de connaître une très bonne fin de semaine offensivement. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu produire de la sorte. Est-ce que tu as été surprise de cette décision-là par les Canadiens? Non, pas tellement. Tu sais, Strouble, je pense qu'il est en avant de Mailloux pour l'instant. Tu sais, il est pas... un peu comme dans la même situation que Primo, tu sais, le fait qu'il ait pas joué, ça le nuit, là, à sa... Puis tu sais, c'était tellement croche en début de saison. Mais Strouble, fallait qu'il joue. Fait que, tu sais, là, faudrait qu'il soit dans l'alignement. C'est ça qu'il a de besoin. Puis si c'était pas à Laval, c'était à Montréal. Mailloux joue bien. Mais, tu sais, Pascal Vincent parle souvent de Josh Morrissey, que, tu sais, ça a pris une couple d'années qui était dans la Ligue américaine, puis quand il a été rappelé, là, il est resté, puis il est devenu un des meilleurs. Puis j'ai l'impression qu'on veut vraiment être patient avec Mailloux, puis il est pas... tu sais, il produit, puis je suis contente parce que ça lui donne de la confiance, tu sais, il est beaucoup plus le Mailloux qu'on s'attend, là. Puis il laisse faire les points, là, c'est comme majorité de ses points... Je pense que 5 sur 6 de ses points, c'était en 5 contre 5. Fait que, tu sais, c'est là qu'on veut qu'il s'impose. Fait que, pas tant surprise. Strouble, il mérite, là, tu sais, je veux dire, le monde, j'entendais Strouble, on est dans le trouble, puis blabla, avec des jeux de mots, mais moi, Strouble, trouble, là. En tout cas, je me disais, faut pas que Simon ait entendu ça. Mais... honnêtement, on n'est pas mal pris, surtout pas là. T'sais, il remplacera pas le spot à Goulet. Ça va être un comité, puis tout le monde va falloir qu'il joue mieux. Ouais, il va y avoir plus de pression un peu sur les épaules d'Alexandre Carrier. Oui, il est droitier, mais Goulet était son... En tout cas, peut-être pas le dernier match, mais était son partenaire, puis le gars en défensive qui était bon, un des seuls. Fait que, non, moi, je suis quand même content qu'il ait choisi lui parce qu'ils ont un plan avec Mailloux puis ils dérogent pas du plan. Ils donnent pas un ananas. C'est pas nécessairement
qu'il le mérite, mais pourquoi en rappeler un droitier alors que tu viens de perdre un gaucher? Donc, non, C'est ça. j'aime bien mieux de mettre Struble dans l'alignement, un peu Ouais. comme toi. Puis tu sais, Pascal Vincent l'a dit, c'était quand? C'était en fin d'année, je pense. En tout cas, il a mentionné, c'est pas une charité. Tu sais, les rappels, là, c'est pas des Ouais, charités qu'on fait, là. Tu sais, il faut que tu montres que tu vas prendre le spot d'un autre. Puis Struble, ben, il a pas perdu son spot, il a juste, tu sais, c'est ça. fallait qu'il joue. Fait que, voilà. Une question intéressante d'un membre Patreon, là, puis c'est d'ailleurs un auditeur de la France qui nous a écrit. On est international, Pascal. Mr. Worldwide, comme dirait Pitbull. Oh, oui. Notre auditeur se demande, c'est une observation qu'il a faite. Puis, comme on t'a sur le podcast, Jess, ben, l'auditeur veut voir s'il est dans le champ ou pas. Là. C'est concernant Adam Engstrom et Logan Mailloux. Fait qu'on est toujours dans le sujet Logan Mailloux. Est-ce que tu as l'impression, tu sais, durant la période creuse, si on veut, offensivement de Logan Mailloux, qu'Engstrom est plus efficace offensivement quand Mailloux l'est moins? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est l'utilisation du coach qui fait que ça priorise Engstrom plutôt que Mailloux? Comment tu vois le fait qu'un est capable de produire quand l'autre ne produit pas et vice-versa? Engstrom a des moments un peu plus difficiles là, aussi. Là. Fait, comment tu vois ça, cette situation-là? Ben, premièrement, ils jouent pas ensemble, ces deux-là. Tu sais, si je me rappelle bien, Engstrom, il est avec... La plupart du temps, il est avec des vétérans qui sont plus... ils sont vraiment plus à caractère défensif, là, tu sais, les Waterspoon, je sais pas s'il a joué un petit peu... Ouais, Waterspoon à droite, sinon... Me semble que je l'ai vu avec Trudeau aussi. Avec Trudeau, ça se peut. Dans les game reports que j'ai faits, me semble qu'il est avec Ouais. Trudeau. Là. Je sais que Mailloux, dernièrement, il a joué un peu avec Trudeau aussi. C'est parce que leurs forces sont vraiment différentes. Engstrom, j'aime vraiment beaucoup son exécution, son patin, sa vision. Je pense qu'il voit mieux le jeu que Mailloux. Mais Mailloux, il a plus le physique, le tir. Puis les deux, tu sais, sur l'avantage numérique, il y a comme pas personne qui se démarque assez pour Pascal Vincent pour vraiment prendre le spot. Fait que, tu sais, je pense que quand Mailloux, il n'y avait pas le power play, c'était Engstrom, des fois Trudeau, des fois, voyons, Offenmeyer. Fait que, tu sais, j'ai pas tant remarqué, mais Engstrom, par contre, ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'il se faisait vraiment viser, frapper par l'adversaire. Fait que, tu sais, quand on parle de joueurs qu'il faut qu'ils apprennent à se protéger, Engstrom, pas qu'il s'est fait frapper de la tête basse, mais tu sais, il se fait ramasser, là. Il se fait vraiment... Puis tu vois qu'il précipite un peu, puis qu'il... Il y a eu un petit moment, il a été laissé de côté, puis c'était plus difficile là, dans ces matchs-là. Ce qui gosse aussi, qui joue à droite, là. Ouais. Ça gosse, là. Ouais. Mais il est assez constant quand même, Engstrom. J'aime... Tu sais, là, il y a eu des bons moments. Il a marqué un but gagnant aussi, je pense, en prolongation. Ils vont tout le temps en prolongation, là, dernièrement. Un peu comme le CH. Mais ouais, sont différents. Puis oui, ça se peut que quand un prend plus la pole ou... Pascal, je trouve ça intéressant le point que Jess amène parce que c'est quand même une chose qu'on a observée en Suède d'Adam Engstrom au niveau du jeu physique. Qu'est-ce que tu avais vu par rapport à ça avant même qu'Engstrom arrive en Amérique du Nord concernant le jeu physique? Ben, il a le physique de l'emploi pour jouer au hockey, mais il l'utilise pas vraiment. T'sais. C'est pas un gars qui utilise son corps pour séparer en rondelles son porteur, de faire la même. Il l'utilise vraiment plus pour la porter, dans le fond, puis développer plus de puissance avec ses pieds. Mais en SHL, on l'a répété beaucoup, puis pas juste nous autres, beaucoup de personnes le répètent, mais en Suède, c'est vraiment des grandes patinoires comparativement, mettons, en Finlande ou ben, en Russie. Vraiment, vraiment, à tous les niveaux, c'est des très grandes patinoires.
Fait que t'as beaucoup d'espace. Puis moi, une affaire que j'aimais beaucoup de Angstrom qui me permettait de te dire que peut-être que la transition va quand même bien aller, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de tout l'espace pour faire ses jeux. C'est-à-dire que quand il y avait de la pression, que la pression soit proche ou loin, il était capable quand même de prendre une décision rapide. Mais il utilisait quand même beaucoup ses pieds pour se libérer. Puis là, c'est pas mal plus difficile à la ligne américaine. Tu vois que il appréhende le jeu physique. Comme tu dis, là, c'est vraiment quelque chose, fait qu'il se grouille un peu plus. Puis il faut qu'il apprenne en fait, il faut vraiment qu'il apprenne à scanner, le fameux mot. Il faut vraiment qu'il apprenne à prendre la prise d'informations avant ses actions. Puis c'est ça qu'il va falloir qu'il rentre un peu plus, les automatismes. Puis ça va finir par rentrer, parce que comme tu dis, il y a des bouts que ça va bien, des bouts que ça va moins bien. Puis peut-être qu'il est un peu plus dans sa tête aussi. Donc il y a des affaires qu'il faisait qu'il peut plus faire. Donc il faut juste qu'il apprenne sa chaise, qu'il apprenne son profil en Amérique du Nord est différent de celui-là en Suède. Donc, c'est sûr que ça va pas être facile pour un défenseur suédois de jouer dans une ligue assez physique quand même, changer beaucoup de coéquipiers. Tu sais, oui, il joue à droite en Suède, mais jouer à droite en Suède et jouer à droite dans la ligne américaine de hockey dans ta première saison, c'est pas pareil pantoute. Fait que, non, ouais. Tu sais, lui, ils vont prendre leur temps avec lui, puis pas de problème. C'est vraiment la voix qu'il faut qu'il fasse, là, parce que il y a pas question de le rusher dans le show, parce qu'il est pas prêt, clairement pas prêt. Puis tu sais, en transition, je trouve il y a eu des relâchements. Je trouvais que les attaquants, ils appuyaient vraiment moins, fait qu'ils revenaient beaucoup moins, tu sais, en unité de 5 en transition, fait que ça faisait en sorte que, ben, Engstrom, il va pas faire la passe que Mailloux va peut-être faire parce qu'il voit mieux le jeu, mais en même temps, il est pressé, fait que là, ben, il va prendre le hit, puis là, ben, ils vont rester dans la zone. Fait que, tu sais, ils ont pas les mêmes réflexes sous pression. Puis il y a beaucoup de jeux qui passent par tu sais, la transition rapide avec Ouais. le Rocket. Fait que je trouve que les attaquants, des fois, pourraient plus aider. Là, tu sais, là ça s'est comme un peu replacé, mais tu sais, c'est là qu'un Gignac te manque pas mal. Là, parce que, Ouais. tu sais, Harvey Pinard, Barry Boulet, c'est pas les plus rapides, vraiment pas. Puis c'est eux, tu sais, qui doivent générer de l'attaque. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus lent là, pour les défenseurs. Même Beck, je trouve que prend un peu plus de raccourcis de ce temps-ci, je trouve. Là. Un peu plus de niveau défensif, je trouve qu'il est moins impliqué. Pas impliqué, mais on dirait qu'il pense un peu plus à l'autre bord. Mhm. Donc c'est normal, là. C'est Ouais. l'apprentissage. Mais il demeure vraiment une bonne équipe, fait qu'au moins ça. Là. Ouais, ben là, il est revenu avec Davidson puis Méchard. Je sais que l'essai sur la première ligne, premier match, Pascal Vincent était comment, tu sais. J'aime beaucoup ces gars-là, mais je suis pas sûre que j'ai aimé la ligne, tu sais. Je pense que c'est un gros gap aussi, Ouais. avec les mises au jeu, les meilleurs joueurs à l'autre bord. Puis, tu sais, la Ligue américaine, c'est comme différentes patentes aussi, là. Fait que peut-être qu'il y a eu une trop grosse bouchée d'un coup, puis en plus avec le rappel, tu sais, il a joué Ouais. en 5 games en 7 jours. Fait que tu sais, c'était peut-être beaucoup, là. Fait que, puis tu sais, il voulait aller pratiquer quand il a été redescendu à Laval. Pascal Vincent, il a dit, non, regarde, repose-toi, là, c'est pas grave, là, c'est juste un morning skate, mais lui, il voulait aller patiner avec les gars avant le match. Fait que tu sais, c'est comme, relax, là. Ouais, c'est ça. Une question intéressante pour de la part d'un membre Patreon, c'est Jay Talbot qui nous pose la question. Qui du Rocket pourrait faire le saut en NHL dans le cas d'un échange à date limite des transactions ou au départ des joueurs autonomes à la fin de la saison, bref, pour la prochaine saison? Ok. On a vu l'année passée Emil Heinemann qui a gradué. Jaden Ouais. Strobel a maintenant son poste quand même avec le Canadien de Montréal. Mhm. C'est qui les prochains sur la liste? C'est-tu Logan Mayou? C'est-tu Owen Beck? C'est-tu un Dobich? autre joueur? Ouais, il y a Dobich aussi qui est monté, que clairement, là, Mhm. son poste, il est pas mal gagné, là, en tout cas, à court Ben, terme. j'espère, s'il est 5-0-1. Ouais, non, je Ouais. sais, mais tu sais, il suffit d'une coupe de contre-performance, puis là, ils vont se dire, ah, ben là, tant qu'à se faire percer, on va leur renvoyer à Laval. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je demeure quand même prudent par rapport à ça. Mais bref, c'est Mm. qui le prochain joueur du Rocket, Jess, Pascal, qu'on pourrait voir obtenir un poste dans la Ligue nationale? Ben, le plus proche, c'est Dobèche, là, en ce moment. Puis, mettons, tu mets de côté ses performances, là. Juste
la constance qu'il y a eu dans la Ligue américaine. Je trouve que c'est lui qui démontrait le plus de constance. En plus, les goalers, d'habitude, c'est eux que c'est plus long, là. Mais je te dirais que c'est pas tant les résultats en haut qui vont dicter s'il va rester en haut. Je pense que ça va être vraiment plus le calendrier. Dobèche, il faut qu'il joue. Ça commence à niaiser, puis que là, il va avoir la pause là, des 4 nations, là, je t'avais depuis en entendre... J'ai vraiment hâte depuis en entendre parler. Pour moi, c'est un match des étoiles revampé, là, comme over-hypé, là. Fait que ça fini, on va voir, faudrait que je regarde le calendrier, mais honnêtement, Dobèche, faut qu'il joue, puis il faut qu'il fasse une run en série. Moi, pour le développement du gars, c'est ça que je veux, tu sais. C'est tout ça qui va arriver... Je veux dire, je pense que c'est lui le plus proche. De mon bord, mettons que j'enlève Dobèche. En défensive, je pense pas que Mailloux... Je pense pas qu'un défenseur va partir. Mettons que Savard, il part. Pas mal juste Mailloux là, qui pourrait prendre sa place, là, mettons. Je pense pas que Trudeau ou Lindstrom vont être rappelés. Là. Mais en offensive, il y a Rainbacker, c'est sûr, qui va revenir. Regardez ça à deux, Rainbacker, parce que c'est ma sous-question. Après, on va en jaser de David Rainbacker. En offensive, Dauphin, Barry-Boulet puis Roy, c'est pas mal les trois que tu peux mettre un peu à Montréal sur la 4. Roy, tu peux l'espérer sur un top 9, et moi, je préférerais qu'il reste en bas, Roy, là. Mais, c'est Barry-Boulet puis Dauphin que tu peux peut-être espérer jouer sur une 4, là, à Montréal, mais personnellement, tout ce beau monde-là reste à Laval, puis tu vas en chercher un contre un cinquième choix, ou bien sur le balotage, puis tu l'amènes sur ta 4, là. Je vois pas pourquoi on ferait graduer un gars de Laval en ce moment, laisser ces jeunes-là. Davidson, on aimerait bien ça le voir. Là. C'est probablement qu'il va avoir un petit hint cette année, là, mais pas 10 matchs, ça non. Qui reste là. C'est pas besoin. Dobèche, c'était un peu par la force des choses qui s'est fait rappeler, puis en fin de compte, ça va super bien. Il était rappelé au bon moment. L'équipe allait super bien, puis il a fait partie de ça. Il a eu un impact. Là, ça va un peu moins bien à Montréal, puis il réussit quand même à gagner. On verra pour la suite, là. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il demeure, mais je pense qu'il m'a amené, il va retourner à Laval, puis pas parce qu'ils ont acquis, mais parce que les Canadiens ne feront pas une série, puis Laval, oui, là. C'est sûr qu'il va retourner à Laval, mais je vois aucune personne à Laval faire l'équipe en ce moment après une transaction. Je pense que ça va vraiment plus être une acquisition que Hughes va faire sur balotage ou contre un 5e choix. Ouais, moi, je ferais pareil, là. Si, mettons, t'échanges un Savard ou un Evans, mettons, puis je souhaite pas que le CH échange Evans, qu'on me comprenne bien. Si, mettons, il échange Dvorak aussi, peu importe. Là. Je m'attends à ce que dans la transaction, il y ait un joueur qui vienne prendre la place, un joueur pas cher que tu vas perdre à l'été, puis que tu t'en fous un peu. Un remplisseur de maillot, là, si on veut. Là. C'est tout ce qu'on veut. Là. Un gars qui porte un chandail dans la Ligue nationale pour éviter d'en monter un en bas. Puis garder les gars en bas. Pauvre gars. Ouais, ben c'est ça. Un Michael Pezzetta, honnêtement, là, Ligue américaine, là, à un moment donné, là, ce gars-là, dans le groupe à Laval, puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, Jess, t'es là très, très souvent. Un gars comme ça, pour la course aux séries, à Laval, tu le veux. Puis clairement, dans la Ligue nationale, là, il n'y a plus d'affaires là. Il n'y a pas d'affaires là, Pezzetta. Je comprends le principe que tu le gardes parce que tu peux remplir un chandail. Mais c'est ça, mais là, à un moment donné, va t'en chercher un vrai joueur de la Ligue nationale que tu vas faire jouer une game sur 3. Puis Pezzetta, tant qu'à l'avoir dans ton organisation sous contrat, ramène-le en bas avec les jeunes, avec que ça amène de l'énergie, ça patinoire. C'est un gaspillage présentement, là, ce qui se fait avec Pezzetta. Ouais, puis tu sais, moi j'ai l'impression que Hughes, il sait juste pas encore son équipe quel bord qu'elle va prendre. Fait qu'il veut pas acquérir un joueur ou en échanger un, ou envoyer Pezzetta en bas puis se faire réclamer par un rival de Laval. Hey. Faudrait quand même qu'il reparte. Non, je niaise, là. Es-tu en train de dire que Pezzetta va être réclamé au balotage? Là? Non, pour se faire envoyer à Belleville, si. De toute façon, le Canadien le réclamerait puis l'enverrait à Laval, là.
Je niaise. Mais je pense que Hughes, c'est juste pas encore quel bord ça va prendre. Fait qu'il attend, il est sur le hold. Mais moi aussi, Pezzetta, c'est comme. C'est pas, j'ai rien contre le gars, là. C'est juste qu'il n'est pas de calibre nécessairement. Là. L'année passée, il a joué beaucoup. Pour X raisons. Peut-être que Saint-Louis aimait sa chevelure, là. Mais, tu sais, c'est ça. Maintenant, ils vont acquérir 1 ou 2 joueurs pour la profondeur pour au moins avoir quelqu'un capable de jouer comme il faut, là. Puis, ouais, Il arrivera comme un cheveu sur la soupe à Laval. Exact. Il a toujours été bon, Laval, dans le fond, dans la Ligue américaine. Il avait un impact. C'est pas pour rien qu'il est dans le national de hockey, il avait quand même un impact avec le Rocket. Le CH a besoin de son Dwight King et de son Andreas Martinson présentement dans la Ligue. C'est ça. Vincent Arsenault. Glenn Métropolite. Moi, je veux un Glenn Métropolite. C'est ça que je veux. Mais Gignac, ça fait mal quand même. Gignac, tu sais, l'année passée, quand ils ont échangé Monahan, ils ont donné le contrat parce que Gignac avait un contrat AHL, tout comme Laurent Dauphin. Fait que, tu sais, ils ont converti, puis là, il écoule la dernière année, mais littéralement, il l'écoule parce qu'il est blessé depuis, je pense qu'il a joué 14 matchs. Pour vrai, ça fait mal parce qu'au centre, tu sais, il avait été bon, puis il peut jouer à l'aile aussi, il est rapide, mais tu sais, il avait été bon à Montréal l'année passée, là. Tu sais, il avait vraiment bien fait. Fait que ça, c'est vraiment dommage, tu sais, pour Laval, mais aussi pour Montréal, parce que, tu sais, je trouve que autant j'aime Condotta, mais tu sais, côté exécution, vitesse, je trouve que Gignac, ça l'aurait bien fité, là. Mais bon, on va voir, mais qu'il revienne, qu'est-ce que ça va dire, mais pas sûr qu'il revient tout de suite, là. Ça a l'air d'être récurrent, cette blessure-là. Ouais. Je vous ai parlé tantôt de David Reinbacher. Ça faisait partie aussi de la question à Jay Talbot sur Patreon. Là, puis c'est concernant le retour de David Reinbacher. Je pense qu'il y a une belle discussion à avoir par rapport à ça. Comment gérer son retour au jeu, David Reinbacher? Est-ce que c'est dans l'organisation du CH à Montréal? Est-ce que c'est à Laval? Est-ce qu'on tasse tout le monde qui était depuis le début de la saison dans la brigade défensive avec des rôles précis pour faire de la place à David Reinbacher? Jess, comment tu vois, selon ce que tu vois à Laval présentement, comment tu vois l'ajout d'un David Reinbacher dans l'équation? Écoute, le fait qu'il pratique avec le Canadien, qui a presque pas de pratique dans la vie, là, je pense que les Canadiens ont pratiqué 1 fois ou 2 fois dans les je sais pas combien de temps. Tu sais, à Laval, c'est un peu l'avantage là, dans la Ligue américaine. Tu fais de l'autobus, mais aussi tu pratiques comparativement en haut. Fait que moi, c'est sûr que Reinbacher, de le voir pratiquer là, avec Montréal, je suis comme, OK, tu sais, je sais pas, mais moi, je le ferais jouer dans la Ligue américaine, des matchs significatifs. Tu sais, je le mettrais comme pour lui redonner confiance un peu. Tu sais, tu y en donnes un peu, tu le mets avec un vétéran, puis là, tu le montes. Tu sais, Reinbacher, ça va être l'année prochaine, tu sais, dans la Ligue nationale. Ouais. Je pense que, tu sais, son échéancier, c'était comme 18 février, 18 mars, c'était comme le minimum. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en avance. Ça va être à voir, mais tu sais, ça reste que c'est comme pas grand temps. Fait que j'aurais tendance à dire Laval. Mais en même temps, si les Canadiens font des échanges, puis je sais pas, honnêtement. Je trouve que la game défensive meilleure, probablement, que tous les gars à Laval pour monter avec le Canadien, mais tu sais, c'est une grosse blessure aussi. En même temps, tu veux, tu sais, une bonne run de la Coupe Calder. Tu sais, oui, il y a eu la run avec Primo, mais la dernière fois que Club École a gagné, c'était avec Price, puis c'est comme tous les gars qui ont gagné ensemble, puis après ça, tu sais, ça a comme parti un noyau dans la Ligue nationale. Fait que j'ai comme l'impression que on voudrait peut-être reproduire ça un peu, mais moi, je ferais jouer à Laval, ça me dérangerait pas. Ouais. Mais tu sais, surtout Montréal, qu'il y a 4 nations, là. Ouais, merci de me rappeler. Ben, moi, je mets ma vie. Mais parenthèse par rapport aux 4 nations, là, tu sais, je sais pas si c'est assurément une commande de la Ligue nationale, là,
Mais Ben oui. moi, ce que je suis plus capable, c'est les questions des journalistes par rapport à ça. Là. Tu sais, là, aujourd'hui, là, William Nylander a dit qu'il allait dropper les gants contre Austin Matthews. Hey, méchant freak show, là. Comment que ça s'annonce présentement, ce tournoi-là? Moi, je le répète, je l'ai dit sur le podcast, c'est un tournoi de brosse, ce tournoi-là. Les gars vont À aller Montréal, en plus. à Ah oui. Montréal. Les gars vont Eh être sur le oui. party. Ça jouera pas à 100%. Puis là, il y a plein de pubs partout, là, comme quoi, là, c'est genre la grosse affaire. Là. Honnêtement, moi, tout, je suis comme... Je vais le regarder, là, parce que j'aime le hockey, puis parce que Faut en il n'y parler. aura rien d'autre à regarder. Là. Je ne regarderai pas les programmes à TVA, certains. Là. Fait que je vais le regarder. T'as qu'à faire une Mais liste, tu je regarderais t'en ai- le hockey junior. Bon, c'est... Ouais, non, c'est vrai. C'est une Ouais, joke. ouais, je vais regarder les goalers à la place. Non, mais pour vrai, tu sais, je vais le regarder par curiosité, mais moi aussi, on dirait que tout le marketing autour de ça me gosse quand même pas mal. Là. On va voir 4-5 photos par soir de gars qui sont allés au Palma, évidemment. On a tout Ouais, le temps dit ça, hein? Ah ouais, c'est encore lisse! Ouais. Mais c'est ça. Fait que Ah, non. ouais, non. Mais Rainbacker, tu sais, si Struble a besoin d'un reconditionnement dans la ligne américaine, mais c'est sûr que lui, il en a besoin d'un aussi, là. Puis peut vivre une vraie run aux séries, puis des séries aussi. Fait que moi, c'est sûr que je le vois dans la ligne américaine. Peut-être que ça va être juste une coupelle de game, puis après ça, il s'en vient à Montréal, puis il retourne à Laval après. Mais le mettre tout de suite à Montréal, c'est comme pourquoi? As-tu tant besoin de ça, de lui, inexpérimenté? Qu'est-ce qui amène ça à la table là, pour son développement et son futur? Pourquoi tu le mettrais dans cette situation-là alors que tu peux l'envoyer à Laval jouer du hockey vraiment important pour l'équipe et pour sa carrière? Puis il s'en viendra à Montréal l'année prochaine. Là. Puis au pire, tu un ou deux matchs en fin de saison pour qu'il voie un peu, mais il faut absolument qu'il joue en série, un peu comme Dobush disait. Ouais, puis tu sais, il faut pas. Parce que, tu sais, dans la question, ça, de Jay, ça parlait un peu de pas trop briser la chimie installée déjà à Laval. Oh. Reinbacker est arrivé l'année passée exactement comme ça, en fin de saison. Mayu, Les il gars a fait l'ont... ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, il est arrivé, il a pris sa place, puis il a joué du gros hockey. Reinbacker, il était bon l'année passée quand il est arrivé. Fait que, tu sais, justement, tu sais, un Logan Mailloux qui a crashé en fin d'année parce que Reinbacker avait un peu pris son poste, si on veut. Là, tu vas être dans une course aux séries. Là. Fait que ça va être intéressant à suivre. C'est qui va être affecté par cette arrivée-là, alors que c'est plus censé être du développement individuel en fin de saison quand tu es en course aux séries. Là. C'est l'équipe qui est important. Puis ça, j'ai hâte de voir. C'est un estifi de bon point que tu soulèves, Jess. Si Logan Mailloux crache encore, que ses performances s'abaissent puis qu'il n'est plus efficace à la patinoire parce que Reinbacker arrive en pleine course aux séries, moi, pour vrai, c'est très révélateur à mon niveau, au niveau de l'espoir. Mais je pense pas. Mais je pense pas parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de... Mailloux, il a joué tous les matchs du Rocket, puis il a joué 2 matchs avec les Canadiens, ou un. En tout cas, un, deux. En tout cas. Un ou deux, en tout cas. Ouais. Il a pas manqué de match, il a pas été laissé de côté. Il a joué beaucoup de hockey, puis c'est ça qu'on voulait, parce que, tu sais, il a eu sa blessure, il a eu sa suspension, bon. Puis l'année passée, à partir de, je pense, janvier, c'était des séries à chaque jour. Le Rocket, là, puis depuis que je les suis, c'est ça, tu sais, les séries commencent ultra tôt, puis sont en mode survie tout le temps. Là, son premier, là, il y a vraiment comme un contexte différent que pas mal tous les joueurs du Rocket n'ont pas connu, c'est-à-dire que les équipes se préparent bien pour les affronter. Il y a comme, je dis pas qu'ils se préparaient pas bien avant, mais tu sais, ça reste que on s'en va jouer à Laval, c'est des jeunes, c'est un building bruyant, on va se primer avec ça, puis on va leur donner une race. Tu sais, c'était ça l'année passée, en début de saison, là. Fait que il y a un petit peu plus de respect, de considération, fait que je pense que ça va être moins éreintant d'ici la fin de la saison, à moins qu'il y ait un paquet de blessés, mais quand même que comparativement à l'année passée, fait que Mailloux, tu sais, je m'attends à ce qu'il... Puis sa deuxième saison professionnelle, tu sais, je m'attends à ce que ça soit correct, surtout que là, ils se connaissent, puis ils ont fait le camp et tout ça, fait que, tu sais,
c'est ceux qui se battent un contre l'autre, mais je pense qu'il y a de la place pour Reinbacker et Mayu. C'est juste qu'ils n'ont pas le même rôle, ils n'auront pas la même charge non plus. Moi, je pense que Engstrom va faire ça de même, avec Runbacker. Ils ont C'est joué possible. ensemble cet été, puis ça allait quand même assez bien. Donc, Ouais. j'espère qu'ils vont être mis, peut-être pas au début, vu que c'est 2 recrues, mais Mhm. être mis ensemble assez rapidement à Laval. Je pense qu'ils pourraient faire un bon travail ensemble. On verra, là, mais Mhm. on se croise les doigts. Pascal, éclaire-moi un petit peu. Je suis pas. Là, je savais que tu allais m'envoyer ta lampe dans la caméra. Pardon, je Je suis suis un pas, homme prévisible. je suis pas le meilleur dans ces technicalités-là. Puis je trouve la question à Gabriel dans les commentaires Patreon très intéressante. Est-ce que à la fin de la saison, si le Rocket se rend loin en série, Oui. parce qu'ils ont quand même le club pour avancer en série, on s'entend. Est-ce qu'un certain Ivan Demidov Non. pourrait rejoindre Laval? Non, pas un peu. Il pourrait Ça avait pas, été, il pourrait pas à Montréal, parce qu'il faut que ce soit avant la date limite de la transaction qu'il signe son contrat. C'est ça, hein? Puis Que- les Il est séries, régi par la même réglementation que si, mettons, Pezzetta n'est pas envoyé dans la Ligue américaine avant la date limite, il ne non, pourra pas jouer. je- la date limite dans la Ligue américaine, je la connais pas, mais mettons, si on se souvient de Yossi Ilonen, il avait signé un contrat de Ligue américaine, puis il avait joué les séries Mhm. dans la Ligue américaine, puis les gars de la NCAA aussi. Ça arrive souvent qu'ils vont signer juste avant les séries. Mhm. Pour un Russe, ça finit en mai, là, sa saison. C'est le 21, c'est le 30 mai. Est-ce un 31 mai? Oui, il y a un 31 mai. Oui. C'est le 31 mai, la nouvelle date pour la fin des contrats. 31 mai, les séries de la... Ça sera en Je pense finale, pas que là. tu peux arriver en plein milieu des séries. Je pense que ça serait avant les séries où il doit y avoir une date butoir comme dans la National de hockey. Donc, il doit être fin mars ou début avril. Là. Fait que non, il pourra pas, probablement pas Puis, tu sais, faire le saut, malheureusement. je fais du pouce là-dessus. J'ai l'impression que si, mettons, le SKA est éliminé, puis ça risque d'arriver, là, honnêtement, le SKA, c'est décevant leur saison. Là, cette année. Kuznetsov va arriver, Demidov, il y a plus de... Si, il fait jouer Demidov comme il faut, mais Demidov, des fois, oui, il y a 3 buts, là, mais il y a des petites affaires qui me gossent dans son jeu quand même. On en reparlera dans un autre podcast, là. Mais, bref, c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que s'il est libéré de son contrat de la KHL avant le 31 mai, ça va être pour jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est un peu comme Lane Hudson, on l'a amené directement dans la Ligue nationale. Tu sais, j'ai pas l'impression que dans la stratégie du CH, on va signer Ivan Demidov sur un contrat Ligue américaine pour après ça le signer sur un contrat d'entrée. Je pense pas que ce soit la stratégie. Non, il jouera pas dans la ligne américaine de hockey. Je pense qu'il a eu une grosse saison en Russie. Fait que je pense que ça va vraiment plus être t'as fini ta saison, tu restes en Russie pour ton été, puis après ça, tu t'en viens l'année prochaine. Là. Mais il ne sera pas libéré de son contrat. Le SKA, je pense vraiment pas. T'sais. Je pense que le saison, le série, ça commence en mars, si je me souviens bien. Et ça, en tout cas, c'est plus tard que dans les années passées, si je me souviens bien. Là. Mais même à ça, s'ils sont éliminés début avril, je penserais même pas qu'ils signeraient pour 2 matchs comme Lane Hudson dans NCAA. Là. Je pense que je sais pas si c'est possible, mais même si c'est possible, je pense pas qu'il le ferait. Parce qu'il justement, il a sa saison dans le corps, le kid, là. Fait que moi, je suis pas mal plus certain que Vincent Rohrer s'en vient dans la Ligue américaine après sa saison à Zurich. C'est un très bon marché, une très bonne équipe, puis peut-être que le moment en série va être plus long qu'on voudrait. Mais s'il peut, c'est sûr qu'il s'en vient à Laval puis qu'il va avoir un rôle, lui, il est pas mal meilleur que Kidney, mettons. Puis Fowler, probablement aussi. Oui, Fowler. Si ça, il y a une bonne équipe, là. Fait que, tu sais, je sais pas eux autres quand est-ce qu'ils finissent dans NCAA, mais... Il n'y a pas une mauvaise équipe, mais moins bonne que l'année passée. Vraiment moins de finition. C'est encore pire que l'année passée au niveau des jeux fantasy. Fait que je serais vraiment pas étonné qu'ils choke. Pas en série, parce que même s'ils choke en première ronde des séries, c'est pas grave, ils vont quand même aller au tournoi du 4x4. Mais ça m'étonnerait pas en tout qu'ils se fassent décoller dans ce tournoi-là, parce que l'équipe, il n'y a rien.
j'aime pas vraiment l'équipe, comment qu'elle gagne ces matchs, puis comment qu'elle joue. Je pense que dans un contexte de série ou d'un 4-4, je pense que ça va être difficile pour eux de battre Denver ou ben d'autres équipes plus fortes. Mais BU est pas bon, fait que... En tout cas, même Michigan, c'est pas tant hot. Fait qu'on verra, là, mais je trouve pas que c'est une grosse édition pour... même s'il y a James Higgins, là. C'est ça. Parlons-en des gardiens. Pour les séries du Rocket, est-ce que ce serait une bonne stratégie pour le Canadien d'aller chercher un gardien de but auxiliaire via une transaction à la date limite des transactions pour avoir un duo Daubush et Primo pour les séries à Laval, selon vous? Connor Hughes s'est fait faire un masque du Canadien. Je sais pas pourquoi, mais il s'est fait faire un masque. Fait que peut-être qu'on aura Daubush et Primo en bas, mais bon. C'est une belle primeur. C'est une belle primeur. Non, mais j'ai vu ça passer, puis j'étais comme, OK, tu sais. Mais il joue vraiment pas bien de ce temps-là, là. Mais ça reste que... C'est un contrat, je pense, c'est 1 an, là. Fait que ça fait pas trop mal, mais c'est sûr que... Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'on va donner le filet à Daubush, puis si vraiment il reste en haut, puis tu le donnes à Primo, c'est... Que les deux se... Je vais plus voir un Daubush puis un Fowler se challenger pour un poste que les deux, mettons Primo puis Daubush, ça me surprendrait quand même. Parce que Primo, il pourrait y avoir de l'intérêt là, d'ici la date limite. Que ce soit comme police d'assurance, il n'a pas un gros contrat, son contrat fini. Ouais. Mais c'est pas un mauvais scénario là, d'aller chercher un goaler pour envoyer Daubush en bas. J'aime pas le message que ça envoie à Daubush, à l'équipe. C'est sûr que si l'équipe continue à glisser, c'est comme qu'on est complètement hors du portrait des séries. Contrairement à Laval, on va leur envoyer le meilleur joueur. Parce que qui joue 40% ou 35% en haut ou 80% en bas, je pense que le gain pour son développement demeure assez similaire, mettons, là, à mes yeux. Là. Fait que surtout pour un court laps de temps comme ça, j'aimerais vraiment ça qu'ils vivent la course des séries aussi, une vraie course des séries. T'es en haut, peut-être que ça va continuer, là, ça pourrait très bien, là. Mais c'est ça. Ça glisse. Ouais. Je serais pas surpris qu'on envoie Daubush à Laval à la date limite des transactions pour au moins l'avoir sur l'alignement. Comme ça, si à la fin de l'année... ça va arriver. C'est sûr, ça va arriver. C'est ça, le CH fait pas les séries, bang, tu ramènes Daubush en bas. Puis... Mais là, c'est ça. Là, tu te retrouves avec le dilemme. Tu sais, si Primo, mettons, puis Daubush sont à Laval les deux en même temps, t'envoies qui devant le filet, tu sais? Primo, il goal bien là, présentement à Laval. Mais Daubush a très bien gaulé à Laval et joue très bien à Montréal. Fait que là, c'est comme un beau problème à avoir, mais pour le développement, c'est pas l'idéal quand même. Mais Primo, est-ce que vous pensez qu'il va être qualifié? Ça va être Daubush. Moi, je le redis, Jess. Peut-être le challenger, là, mais tout c'est fini, là, ouais. Moi, Kaden Primo, c'est pas un gardien de la Ligue nationale. Je le redis encore et encore. J'ai eu des débats avec Tony là-dessus, là, mais Primo, j'ai jamais cru, tu sais. Fait que pas te dire, moi, personnellement, si t'as pas d'autres options, signe-le à court terme, puis on verra, mais avec Fowler qui s'en vient, tu peux très bien rouler avec un duo Montembeault-Daubush l'année prochaine dans la Ligue nationale, puis ça laisse le poste de numéro 1 à Fowler à Laval. Là. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Même que je trouve que c'est le meilleur des scénarios. Tu sais. Le même chemin que Daubush un peu. Là. C'est ça. Amen. C'est sûr que si Fowler joue à Laval l'année prochaine, Jess, je vais essayer de monter plus souvent à Laval. ouais. Tu sais, Daubush, c'était ton petit gars, là.
Ah, mais là, c'est ça, j'ai été là dans ses premiers moments. Tu sais, comme un père avec son bébé, il faut que tu sois là plus souvent au début, mais tu sais, quand il est capable de marcher tout seul, puis de faire ses Mhm. pas, puis d'être propre, puis de faire ses Mhm. affaires, tu sais, là, il faut que tu te D'attacher ses dégages patins. un peu. Fait que c'est pour ça, tu Ouais. sais, que je viens plus tant à Laval, là. Mhm. C'est pas à Ouais, cause tu le des laisses. horaires, puis le fait Non, que c'est j'ai ça. 3 kids, puis T'sais, non, tu sais, non, non. c'est l'aspect paternel de Jacob Daubuche, c'est ça. T'as coupé le cordon. Le cordon est encore là, tu sais, quand il va arriver. Ah ouais, il est encore là. Tu sais, je vais mettre au monde mon deuxième enfant. Tu sais, je vais être là pour ses débuts. Ouais, c'était ton plus haut que tu l'avais classé, hein? C'était ton Un seul gardien de but, ouais. goaler T'es en en. première longue. C'était en Ouais, première à longue, son. ouais. Ouais. C'est première ronde au repêchage, premier gardien de but sur ma liste des gardiens de but, mais dans les plus récents rankings d'espoir du CH, je mets quand même Daubuche avant Ouais. Fowler. Fait que pour les données, pour ce qu'on a de Ben Ouais. là, c'est Daubuche ça. Là, présentement. là c'est assez difficile de Ah dire le ben là, contraire, moi, là. c'était l'été passé, par exemple. Là, fait Pas que de preuve de ça. j'ai Il est marqué mon guide de nom au-dessus de ton luxe. classement dans la première Guide de version du luxe. guide. Ouais, c'est vrai. Les Patreons savent. Les Patreons qui ont accès au guide de luxe le savent, eux. C'est bien correct. Ça me dérange pas pantoute. C'est pas qui est meilleur là, c'est qui est meilleur dans 5 ans. Exact. Dans 5 ans, Exact. est-ce qu'on va être encore amis? Je sais pas. Sean Farrell, il va être où? Ouais. Je sais pas, il va Dans vider la des Ligue poubelles 3 quelque contre part. 3 de Montréal. Ah ouais, c'est ça. Il va coacher à Harvard. C'est ça qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Hey, Jess, je trouve il y a 2 questions concernant Pascal Vincent, puis je trouve que, tu sais, quand même, tu es la meilleure placée ici pour parler justement de l'entraîneur du Rocket. Je veux pas t'insulter, Pascal, mais Bon, si tu m'insultes pas, va non, chier, non. c'est pas grave. Je le connais pas. Non, mais c'est Simon qui a posé 2 questions au sujet de Pascal Vincent, puis je les lance, puis on en jasera par la suite. Quel pourcentage du succès du Rocket pourrait être attribué à Pascal Vincent? Puis c'est quoi la plus grosse différence entre les styles de jeu de Jean-François Houle et de Pascal Vincent? Mais je te dirais que le Rocket est beaucoup plus pas offensivement, tu sais, fixé vers l'offensive, mais on dirige pas mal moins de lancers. On est plus dans la possession de la rondelle. C'est peut-être aussi avec l'identité du Canadien là, que ça s'est un peu plus modelé cette année. La Ligue américaine, c'est tellement comme. Tu sais, il a pas réinventé la roue, là, avec le. Tu sais, t'as ton identité aussi, tu fais avec. Je pense que Vincent, en début de saison, il disait pratiquement que les gars se coachaient tout seuls. Mais quand c'était nécessaire, t'as vu, tu sais, qu'il y a. Mais il y avait des gars en santé, il y a pas eu. Comment je peux dire? Il n'y a pas eu autant d'adversité que Jean-François Houle a connu dans la Ben là, dernière il y a eu année, les j'ai mains l'impression. pleines tout le long, là, dans le C'est sens ça. que, c'est. Je trouve qu'ils ont donné une défensive beaucoup plus responsable que Et l'année expérimenté, passée. là. Oui, puis je pense qu'on. Tu sais, moi, quand ils ont commencé à faire les signatures cette année, l'été passé, j'étais comme, OK, là, il va pour les séries, là, c'est pas. Tu sais, il y a un mélange de vétérans, puis les gars, mettons, plus vétérans, ils ont accepté des contrats de la Ligue américaine. Fait que, tu sais, ça bougera pas trop de ce côté-là. Mais Pascal Vincent te dirait qu'il n'y a pas de pourcentage, là. Il a pas l'air d'un. Je trouve qu'il ressemble plus à Saint-Louis que, mettons, que J.F. Hull pouvait y ressembler, là. Euh, Ça demeure un sport d'équipe aussi, là. ben oui, C'est- c'est ça. Exactement. Puis, mais tu sais, il n'y a pas eu à. Il n'y a pas eu à serrer la vis, mais il y a des fois là, que tu l'as senti en point de presse, qu'il y a plus d'expérience aussi. Fait que, tu sais, quand il dit des affaires, puis qu'il name drop du monde,
sais, Mailloux, il l'a nommé en point de presse, puis ça s'est replacé après. Tu sais, c'est comme calculé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très calculé, puis fair. En même temps, t'as Daniel Jacob aussi qui s'est greffé, comme je disais, je pense, au dernier podcast. Tu sais, c'est comme difficile de dire, vu que le coach de défenseur, que clairement, l'année passée, Norlinder, il était envoyé sur la glace, je sais pas, là, tu sais, c'était un peu plus erratique. Fait que, tu sais, en tout cas, je pense que la cohésion est mieux cette année au niveau du coaching staff. Fait que, je dirais, c'est un travail quand même de tout le monde, puis il y a moins de blessés aussi à Montréal puis à Laval. Là, il commence à en avoir, là. Mais reste que un petit des meilleures conditions, je te dirais, que l'année passée. J'ai l'impression que Hull a défriché un peu aussi. Tu sais, veut pas, il y avait beaucoup de jeunes, tu sais, on le disait, Ouais. là, ils se sont fait ramasser la moitié de la saison. Fait que, tu sais, tout ce beau monde-là ont une année de plus d'expérience. Ils sont débarrassés de vétérans qui ne se voyaient pas, nécessairement pas à Laval, mais ils se voyaient pas être à long terme dans la Ligue américaine de hockey. Ils ont acquis des gars que c'est ça qu'ils voulaient, que c'est ça qu'ils veulent, qui sont au courant de leur rôle, qui embrassent leur rôle dans le meilleur amphithéâtre ou presque. Je pense qu'il y en a un autre, c'est-tu un Hershey? En tout cas, bref. Hershey, Qui est tout le temps plein et qui a une bonne ambiance. Et Laval, tu vas là, t'es une vedette quasiment, là, parce que tu as une grosse. Tu te sens comme une vedette, parce que tu as une grosse foule à tous les matchs qui t'encourage, peu importe si tu perds ou tu gagnes, ils vont être là aussi le prochain match. Fait que l'environnement est vraiment bon. Puis je pense que tout le travail de l'année passée fait partie des succès de cette année aussi. Fait que, tu sais, Hull, il est plus là, mais il était encore là un peu. Fait que non, je trouve c'est une bonne question. Puis, tu sais, ta réponse est correcte aussi. Ben, parfait. Mais j'aime beaucoup voir ces 2 saisons-là comme un tout, tu sais. Parce qu'ils ont fait du chemin, là. Les petits garçons. Oui. Mais, tu sais, par rapport au style de jeu, j'aurais été peut-être porté à dire au niveau de la cohésion défensive, au niveau de comment on fait le ménage devant le filet, c'est beaucoup plus efficace cette année que l'année passée. Mais j'attribuerais pas nécessairement ça au coach, tu sais, puis au style de jeu à proprement dit. Tu sais, quand tu ajoutes de l'expérience, puis que tu ajoutes des gros bonhommes dans ta défensive, ben forcément, c'est des points qui vont ressortir plus en défensive, tu sais. Fait que pas nécessairement une différence entre le style de jeu à GF ou à Pascal, mais par la force des choses, par l'effectif qui est différent, tu sais, c'est là la plus grosse différence, moi, que j'ai remarqué versus l'année passée. Puis, tu sais, je pense qu'on est juste dans la continuité de la progression à Laval. Tu sais, GF Hull, moi, puis on est d'accord là-dessus, Jess, on l'a souvent mentionné en podcast dans des textes. GF Hull a été excellent pour développer les jeunes. Il y a eu des équipes avec des joueurs qui n'avaient aucune expérience professionnelle. Puis ça a bûché au début, ça a été difficile. Puis on a vu des progressions individuelles. Maintenant, on a décidé d'ajouter des vétérans, on a ajouté des éléments pour aller peut-être un petit peu plus loin en série. Et Pascal Vincent répond à ce type de coaching-là qu'on veut. On est peut-être un peu moins dans le développement individuel, mais plus dans le développement collectif, puis d'aller chercher des victoires. Puis forcément, c'est une roue qui tourne. Quand le développement collectif va bien, ben, le développement individuel va bien aussi. Fait que je pense que c'est ça. C'est comme vous l'avez expliqué, la continuité est là. Fait que c'est juste positif pour les espoirs du Canadien au final. Là, je viens de me rendre compte qu'il coach Ayrton Martino. Je sais pas si tu te souviens de Ayrton Martino. Ouais. À Clarkson. À Clarkson, ouais. Ils sont-ils bien hauts dans le classement? Je sais pas. Emmett Croteau est plus là. Fait que je regarde pas vraiment les matchs de Clarkson, disons-le. Ils sont 2e dans la ECAC. Fait que derrière Quinnipiac, puis devant Union, puis Colgate. Quand même bien. 42 points. Donc, bonne saison pour l'ami Hull. Le meilleur marqueur, c'est Martino avec 15 buts en 24 matchs. Puis il n'y a personne qui a un point par match à part lui. Là. Fait que jeu collectif, yeah! Ouais, Pascal Vincent, c'est du jeu beaucoup plus... je trouve qu'on... Tu sais, l'année passée, là, on pouvait mener par 3 buts, puis on n'était pas safe, puis c'était pas nécessairement d'Aubèche, là, c'était vraiment collectivement...
là, j'ai l'impression qu'on est plus en mesure de garder des avances, beaucoup de matchs, beaucoup de victoires. Plus que la moitié des victoires, ça a été par un but. Tu sais, l'année passée, on a vu des 9-5, puis après ça, on se faisait écraser le lendemain. Tu sais, des performances un peu erratiques, là. On le voit moins un peu. Ouais, puis ça vient avec l'expérience. Quand tu as des joueurs expérimentés dans l'équipe, cette constance-là est moins. Le manque de constance est moins drastique, si on veut. Il y a moins d'écart entre les léthargies, les problèmes de production, le manque d'exécution et tout. Fait que, c'est ça. Oui, il y a la part de Pascal Vincent, mais il y a aussi tout le travail d'ajout d'effectifs qui vient en ligne de compte aussi. Là, CH, on close là-dessus. Très grosse séquence, on en a parlé dans le podcast, on en a parlé dans des textes. Là, c'est plus mollo un peu. Pas juste au niveau du rendement au classement, mais sur la patinoire également. T'sais, on voit ça commence à s'essouffler défensivement. On concède l'enclave de plus en plus. Ce manque de constance-là fait quand même partie du développement collectif. On vient d'en parler. Là. Simon Limoges posait la question en commentaire sur Patreon. Selon vous, où est rendue la reconstruction du CH? Il y a eu un mauvais début de saison. Après ça, une grosse séquence. Là, ça revient un petit peu plus à la normale. Est-ce qu'on est dans le processus d'encore une fois viser les bas-fonds ou si c'est un passage obligé d'être un peu mid dans une saison parce que l'année prochaine, on s'attend à progresser encore beaucoup? Une progression, c'est en montagne russe. Quand tu commences à gagner un peu plus, ben c'est juste que m'amener tes séquences victorieuses ou que tu fais des bons efforts, tu fais des bonnes affaires, ben ça va être un peu plus long que les périodes creuses. Le Canadien est en plein là-dedans. Ils ont eu 1 mois et demi de très bons rendements. Les 2 dernières semaines de ce 1 mois et demi-là, on commençait à avoir défensivement plus de relâchement, mais ils réussissaient à capitaliser. L'avantage numérique commençait à réduire un peu. Le désavantage numérique commençait à... C'était correct, mais rien de plus. Mais là, la cohésion défensive commençait à glisser, mais ils gagnaient pareil à cause brio des gardiens de but ou c'est juste qu'ils gagnaient. Mais tu voyais quand même qu'il y avait une difficulté au niveau des chances de marquer versus les chances de marquer accordées par à l'adversaire. Là. C'est juste normal que là, ils commencent à perdre des matchs parce que l'hémorragie n'est pas arrêtée. Là. Puis là, en plus, là, tu ajoutes des blessures. La glissade, ça demeure difficile parce que oui, il était en mode série. Puis dans un contexte qui s'entraînait pas, tu l'as dit tantôt, Jessica, mais il s'entraîne pas pantoute. Le calendrier est plus resserré à cause du Scat Nation. Comme dirait tellement hockey, ils disent non-stop scat tout le temps. Ce qui me fait rire, c'est que... Jean Chrétien, oui, c'est écœurant, puis ça. ils disent tout Scat Nation, mais genre on est le 4 novembre, le 4 janvier, tout le temps, là. Wow. C'est tellement rendu dans le vocabulaire que c'est même plus une blague, c'est juste accepté. C'est ça qu'on dit. Qu'on dit 4, on dit scat. En tout cas, bref. Mais ça, c'est un procédé des Denis Drolet. Là. Dire de quoi qui est pas tant drôle, mais tu le dis tout le temps, ça devient drôle. C'est ça. Il n'y a aucune réaction, ils font juste dire scat tout le temps. Bref. Fait que, où je m'en allais avec ça. Ouais, bref. Fait que, d'après moi, Saint-Louis, il doit tellement avoir hâte d'avoir une petite pause pour travailler. Salut, Doug. Pour travailler ce qui marche pas en ce moment. C'est sûr qu'il doit avoir hâte, là, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. T'sais. Il sait quoi faire pour régler ça, mais ils n'ont pas le temps. Puis le 4 Nations, puis tout ce qui s'en vient, va donner le repos pour ensuite recommencer à travailler ce qui ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, il y a ça qui a beaucoup d'impact, mais c'est ça pour toutes les équipes. Pas juste les Canadiens. Puis le Canadien est en reconstruction, donc il n'y a pas les automatismes autant que d'autres équipes comme les Kings ou ben je regarde les équipes là, comme les Maple Leafs, le Wild, les Devils. Il y a moins de talent aussi. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a des facteurs externes, mais c'est la même affaire pour toutes les équipes. Fait que, on verra bien ce que ça va donner, mais au moins le calendrier qui s'en vient après le 4 Nations. Là, le calendrier, là, il est difficile, là, mais après le 4 Nations,
C'est un peu moins pire. Ouais, mais parlons-en du calendrier après le Four Nations. Après le tournoi se termine le 20 février. La date limite des transactions, c'est le 7 mars. C'est très court pour finalement, en revenant de la pause, il y a des équipes qui vont avoir bénéficié de ce congé-là. Le CH va avoir eu Montembeault seulement au tournoi. Tout le reste de l'équipe va être Seagull. Puis tout le reste de l'équipe va être relativement en santé, vont avoir guéri les petits bobos, vont avoir pris le temps de s'entraîner, de pratiquer. Là, ça te donne, je ne fais pas le calcul, mais pas loin de 2 semaines. Fait que, si le CH connaît 2 incroyables semaines, ça vient complètement chambouler les plans à date limite des transactions. Puis à l'inverse, si finalement le break n'a pas été favorable, c'est quand même juste 2 semaines qui te permettent d'évaluer ton personnel pour prendre la bonne décision à date limite des transactions. C'est quand même pas facile pour Kent Hughes dans la situation qu'il est présentement. Ben, c'est la même chose pour beaucoup d'équipes en ce moment. Il y a beaucoup d'équipes qui ne savent pas pantoute quel bord ça va prendre. Ils ne savent pas s'ils sont acheteurs ou sont vendeurs. Ça va être la même fait pour Hughes. J'ai hâte de voir le marché. Le marché, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Je sais pas pour toi, Jess. Ouais, j'ai vraiment hâte. Puis moi, je l'échangerais, Evans, là. Parce que je suis sûr que lui, il veut un contrat de 5 ans. Ouais, c'est ça. Tout dépend. Mais, tu sais, de revoir Scheifele le bully hier, ça m'a fait penser au fait que Evans, on avait l'impression qu'il était à un coup à la tête de, tu sais, finir sa carrière. Là, ça commence à faire quelques années, fait que c'est rassurant. Mais il connaît la saison de sa vie, là. Mais Kent Hughes s'en rappelle, là, qu'il a juste fait tant de points, là, dans je sais pas trop en quelle année. Fait que, tu sais, il se fera pas avoir dans une négo parce que Evans va bien ou, tu sais, qu'il avait un pourcentage de tir de but incroyable. Tu sais, je l'aime, Jake Evans, là, mais, tu sais, c'est sûr que s'il te rapporte un choix de premier tour, moi, bye-bye, là. Ou un bon prospect, tu sais. Il y a les Devils là, qui le voudraient peut-être, là, qui étaient intéressés selon ce qu'on a vu dans les rumeurs. J'étais en train de regarder le banque d'espoir. Il y a Lenny Aminaho. Il y a Aminaho là, qui serait vraiment intéressant, qui est probablement le genre de Canadien. Faut c'est un top 9 assez bon dans les deux sens de la patinoire. Là. Un bon patin. Un peu comme. C'est un peu un Emil Heinemann, moins bully, mettons. Moins rapide un peu aussi. Là. Mais il ressemble beaucoup à Emil Heinemann. D'après moi, c'est pas le genre de joueur que le Canadien viserait pour Evans avec un choix de 2 probablement. S'ils sont pas capables d'aller chercher un 1, selon moi, c'est le genre d'échange qui serait prêt à faire. Il y a Greg Siuk qui joue avec Demidov, mais je penserais pas que ça soit intéressant. Seamus Casey qui est petit en défensive. Mais ouais, je change pas Jake Evans pour des choix. Là, à un moment donné, le CH, ils ont en masse de choix pour le repêchage 2025. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, mettons... Au niveau contractuel, tu sais, si tu t'entends pas avec lui, tu l'échanges. Tu te dis pas, peut-être que cet été, il va vouloir. Non, tu sais, il va avoir... Puis, tu sais, le Canadien, on va voir. Mais... quand on lit à gauche puis à droite, Sherrod, on va les il échanger, puis ils vont revenir. Hey, le nombre de joueurs qu'on attend encore qui reviennent. Ah, mais c'est ça dans tous les marchés. Pas juste à Montréal, je te dirais. Là, à mon au Colorado, ils pensent que Rantanen va signer aussi. Là. Mais tu sais, moi, au niveau des espoirs, ça serait Aminao au poste numéro 1. Je pense pas que Simon Nemec serait disponible pour le Canadien contre Jake Evans, contre un joueur de location. Là, mais c'est vraiment lui que je viserais. Je suis d'accord avec toi, Jess, par rapport à Evans au niveau contractuel. Si tu penses pas t'entendre, tu l'échanges et tout. Mais tu sais, je pense que ce gars-là peut pas vraiment exiger un contrat à long terme avec 4-5 millions parce que il offrira probablement jamais plus que ce qu'il offre présentement là. Fait que tu sais, moi personnellement, je le signe. Si je suis capable de le signer pour 3-4 ans, tu sais, dans 3-4 ans, au pire, si tu le perds dans les agents libres, à ce moment-là, dans 3-4 ans, tu vas avoir du monde pour le remplacer. Tu vas avoir un Owenbeck, tu vas avoir un Oliver Kapanen.
Mais à court terme, est-ce que ces gars-là, qui peuvent avoir sensiblement le même profil de joueur pour leur rôle respectif, est-ce qu'ils sont nécessairement prêts à jouer comme Evans est capable de faire? Tu sais, je comprends, Beck est plus offensif, mais est-ce qu'il est capable d'être aussi efficace en désavantage numérique et dans sa zone défensive comme Evans il est capable de faire? Présentement, je ne penserais pas. Tu sais, Kapanen est bon dans le cercle des mises en jeu. Il produit en Suède, ça va bien. Mais est-ce qu'il est capable de répondre au rôle que Evans est capable d'offrir pour les 2 prochaines années? Je pense qu'il n'est pas encore rendu là non plus. Fait que, rendu là, tu te dois d'essayer de le signer au moins. Tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est sûr qu'il essaye. C'est sûr qu'il essaye, mais tu sais, je déchirerai pas ma chemise, là. Tu sais, au Pour pire, une il y en fois, aura moi, que je d'autres suis le 1er content, juillet. je veux qu'on signe un joueur de soutien, là, pour une fois, là, que je suis pas du type on Ben, l'échange, on c'est parce que, l'échange, on l'échange. c'est parce que, tu sais, c'est juste. C'est un typique gars remplaçable quand même. Là. Moi aussi, je le signe, là, pas de problème. Quand on. Avant qu'il y ait ce débat-là un peu partout, on en parlait, je pense, en novembre ou début décembre, là, je me rappelle plus, on disait on signe où, tu sais, pour Evans, c'est où qu'on signe. Puis je disais, moi j'irai à 3,5, puis t'as un commentaire, c'est comme c'est bien trop. Mais là, en ce moment, on parle de 4 millions des fois, de 3,5 aussi. Je suis comme, tu sais, 4 millions à 4 ans, c'est long, là. Mais Puis, sur une 3... 4 surtout, là. Ouais, c'est ça, sur une 4 T'sais, surtout. Puis moi j'ai vraiment l'impression que Hughes, il veut envoyer New Hooks au centre de la troisième l'année prochaine, Demidov, c'est la deuxième, puis signer un gars, mais aller changer un gars pour boucler le top 6, puis liner. Qui veut liner, là, il nuit pas mal plus que d'autres choses à 5 contre 5. Là. Il est déplaisant ce temps-ci, mais c'est ça, liner. Fait que, tu sais, moi, si t'es capable de l'échanger contre un joueur, tu la signes le premier. Si t'es capable de l'échanger contre un peu comme Sherrod ou n'importe qui, c'est-à-dire contre un espoir, puis un deuxième ou un premier tout court, je serais pas déçu. T'sais, moi, que les Canadiens gagnent ou qu'ils perdent, qu'ils aient en série ou non, qu'ils échangent un UFA ou non, je vais être content pareil parce que ça donne juste soit plus de choix, soit plus de victoires. Donc, c'est ça que ça fait quand t'es partisan, mais que t'es pas difficile. Moi, voyez-vous, difficile. c'est peut-être New Hook que j'échangerais. Moi. Ben moi, je Ouais, pense C'est tout quoi est la échangeable. spécialité que ce New gars-là Hook, amène? il est là en attendant, New Hook, là. Oh, C'est un attendant. Tu sais. De faudrait signer que je quoi? rajoute, faudrait que je rajoute ça dans rêve. le Game Report. C'est un attendant. Je Ben oui. rêve du jour où je vais ouvrir ma console de PlayStation puis qu'à côté du nom de New Hook, ça sera pas marqué attaquant polyvalent ou franc-tireur, ça va être marqué attendant. Attendant. Mais Un c'est un attendant, attendant. le fun, pareil, parce qu'il veut pas, il est jeune quand même. C'est juste qu'il n'a jamais été utilisé sa bonne chaise à Montréal. C'est un gars de troisième trio, c'est pas un gars de deux. Mais c'est ça que Hughes fait avec ses anciens clients. Il sait que c'est des bons gars, fait qu'il rapatrie. OK, tu vas avoir beaucoup dans ton assiette, mais comme voici ton rôle, tu sais. Mm. Il sait, il les connaît bien, il leur fait confiance, fait qu'ils font partie du rebuild, mais pas à long terme. Sam Bennett. Ils sont là pour ne pas nuire. Ben, Non, c'est un gars de Quartex, là, je niaise. ben, Mais honnêtement, moi, je sais pas, je m'emballe peut-être avec Jack Evans, mais je vois plus Jack Evans dans un rôle de troisième centre qu'Alex Newhook. Avec la saison. Puis j'ai été longtemps à dire qu'Alex Newhook, c'est le prototype parfait de troisième centre, mais il apporte aucune spécialité particulière dans l'alignement. Puis à un moment donné, ça te prend des joueurs différents pour gagner. À la Puis bonne place. Evans, ouais, je comprends, mais c'est parce que Evans peut prendre sa place sur un troisième. Puis, en tout cas, si New York a plus de valeur, moi, c'est lui que j'échangerais. Oh, je ne dérangerais pas pendant tout non plus. Mm. C'est un attendant. Ils ont engagé Marc Bureau, là, fait que peut-être qu'on va être meilleur aux mises au jeu. J'ai espoir. Il est bon dans les paris? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je Non, mais fais? j'ai hâte de voir, tu sais, pour la suite des choses, vous parliez du 2 semaines. Mettons, si on a un bon 2 semaines avant la Coupe des 4 Nations, tu sais, je veux dire, moi, je vais attendre à demain, genre. Tu sais, là, Goulet, là, c'est une mauvaise nouvelle, là, tu sais. Ce qui est arrivé avec l'équipe quand l'aîné s'est blessé, ça s'est effondré, là. Fait que on va voir comment ils vont réagir à la perte de Goulet qui est pas mal plus importante, là. On va se le dire. Fait que comment les gars vont composer avec ça. On va avoir des réponses probablement assez rapidement. Tu sais, ça va être difficile, là.
sais, Matheson, déjà, qui essaie d'en faire trop en général, là, ça va être encore une coche de plus, vu qu'il est à gauche. Fait que, ben, s'il reste à gauche, whatever. Ouais. Pas dire le Tu sais, mot en M. Ouais. Hmm. Mais tu sais, la question, c'était par rapport à la reconstruction du CH. Puis tu sais, la reconstruction va comme elle va. Tu sais, comme C'est ça. Pascal l'a dit dès le départ, là, la progression d'un joueur et d'une équipe, c'est pas en ligne droite. Jamais, Mm. jamais, jamais, jamais. C'est une montagne russe. Ça va redescendre. Ça va remonter des fois. On l'a vu cette année, là. Mais on voit de la progression quand même. Puis, moi, je réitère, tu peux pas mentionner que la reconstruction est terminée tant que les meilleurs espoirs de ton organisation ne sont pas dans l'organisation. Fait que tant que Demidov n'est pas arrivé, tu sais, c'est le genre de joueur qui peut changer une franchise. Fait que c'est dur de dire la reconstruction est terminée puis que le gars, il est encore en KHL. Ben ouais. Fait que la reconstruction va être terminée quand Demidov va avoir fait sa première saison dans la Ligue nationale puis qu'il va possiblement avoir gagné le Calder. Là, on va pouvoir dire OK, là, c'est terminé. Là, on va vendre des affaires puis on va aller c'est ça. pour les séries. C'est dès que. En fait, ils vont acheter. Dès que Demidov va avoir gagné dans le Calder, puis qu'ils vont faire la transaction, la signature, le truc pour terminer un peu le top 6 ou le noyau, le middle 6 pour raffermir le tout. Par rapport à vendre, je parlais plus de genre je comprends ce que tu veux les dire. joueurs qu'on garde présentement pour les joueurs tampons, les joueurs attendants. Ça, on va les vendre. Quand ils vont échanger Mailloux, c'est ça. Quand ils vont échanger Mailloux, là, on va dire OK. Là, ils sont. Mais tu sais, les trois derniers gars que tu as repêchés très haut sont pas là. Tu sais, Slav, je considère qu'il est pas là dans le sens que il est vraiment, tu sais, on le développe, là, tu sais. Fait que. Oui. Fait que. Tu sais, ça va pas changer. Arriver à son plein potentiel encore. Mais non, mais non. Puis, tu sais, ça ce serait pas pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même des gros morceaux, là. Puis, tu sais, Demidov va possiblement arriver à son plein potentiel avant que Slav arrive à son plein potentiel parce que Demidov, c'est un joueur d'exception, puis c'est un profil incroyable, tu sais. Slav va être plus lent à développer à son plein potentiel parce qu'il y a un gabarit plus gros, c'est plus long à développer, son style en particulier est plus long à développer, fait que c'est bien correct. Il n'y a pas encore de style, c'est ça qui est tannant. Mais tu sais, je comprends aussi quand on me dit « Ouais, mais là, Caulfield, Suzuki, puis Goulet, puis tout ça, ça vieillit, là. Il va falloir à un moment donné que ça décloche. » Oui, mais non. Parce que quand Demidov va arriver, en l'espace de 2 ans, probablement, tu vas avoir le Demidov que tu t'attends. Il va répondre aux attentes, d'après moi, direct dans la Ligue nationale. Slavkovski, ça va lui permettre de prendre une coche de plus avec un gars de même dans l'équipe. Fowler va continuer à se développer. Tobush va prendre l'expérience. Hudson va prendre l'expérience aussi. T'sais. Fait que tout va se placer, j'ai l'impression, quand Demidov va arriver. T'sais. Il va amener cette. Puis c'est pas de mettre de la pression sur les épaules de ce gars-là, mais c'est ça pareil. T'sais. Quand tes meilleurs joueurs, comme tu le dis, Jess, quand tes meilleurs joueurs sont pas arrivés encore, c'est dur de dire que la reconstruction est terminée, mais ça s'en vient. C'est en montagne russe. Mais ça s'en vient. La ligne d'arrivée est plus proche que loin, là, présentement. Non, j'ai hâte de voir aussi, parce qu'il y a aussi Kent Hughes a dit que la prochaine été va être probablement la plus importante de son règne jusqu'ici. Je pense qu'il va au moins avoir une signature, probablement un trade autour du draft. Puis c'est vraiment dans... Moi, c'est vraiment quand ils vont échanger Mailloux. Parce que Mailloux, je ne vois pas nécessairement à Montréal à long terme. Si oui, tant mieux s'il se développe comme il faut puis qu'il le développe en two-way comme on a vu avec Jacky cette année. J'aime vraiment la tangente qui a pris Jacky. Je suis vendu. Je l'aime beaucoup. Mais ça, parenthèse, il a développé encore plus sa spécialité. Oui, mais c'est ça qu'il fallait. Podcast. Il est physique, mais il y avait des lacunes en défensive, puis ça gossait. Puis là, tu étais comme, comment il va faire dans la Ligue nationale pour s'imposer? Là, il a trouvé une façon. Fait que
il a sa spécialité dans l'alignement. Fait que c'est dur de le tasser maintenant. Ben, il voulait le développer en gars offensif, il le mettait sur le power play. Non, c'est terminé, ça, là. C'est un gars défensif, ce gars-là. Fait que c'est ça qu'il développe comme ça, puis ça va bien. Fait qu'il a trouvé sa chaise. Mayu, c'est ça qu'il veut faire un peu en ce moment. Il veut développer sa défensive. Mais j'ai comme l'impression que c'est juste pour mieux l'échanger. Parce que je vois vraiment pas un monde qui pourrait être là à long terme. Puis c'est ça. C'est quand ils vont commencer à échanger ce genre de joueur-là pour acquérir un gars middle 6 ou top 6 ou un défenseur, enfin, que moi, je vais vraiment me dire, OK, là, c'est vraiment sérieux. C'est parce qu'on dit peut-être qu'il y a une run des séries là, mais je pense pas qu'ils vont acheter un joueur. Je pense que ça sera pas un Marc Bergevin, mais il pourrait avoir un petit patchage pour la profondeur, pour au moins avoir un peu plus de stabilité. Mais je pense vraiment, s'ils veulent aller en série, je penserais pas qu'ils achètent du gros joueur. Là. Ça va vraiment plus être cet été qu'il va y avoir une ou deux signatures d'importance. Ou un trade, puis on verra par la suite, là, mais c'est ça, c'est loin d'être terminé. C'est vraiment dangereux. Quand t'as beaucoup de place sur la masse, là, moi, un gars comme Gavrikov en défensive, je serais vraiment content, sérieusement. Mais tu dépenses pas beaucoup. J'ai hâte de voir. Jess, toi, ton joueur que tu penses qui pourrait être utilisé dans une transaction d'envergure, Pascal parle de quand il va y avoir une transaction qui va impliquer un gars comme Logan Mailloux, on va se dire, OK, là, on commence à liquider des bons espoirs. C'est parce qu'on veut tourner le coin. T'en as-tu un qui te vient en tête, mettons, un espoir, un joueur à Laval, que tu dis, OK, là, le CH l'échange. Même un joueur du CH, peut-être. Là, on procède à sa transaction, c'est parce qu'on veut aller de l'avant en reconstruction. Ben, Matheson. Non, c'est pas un jeune. Mais moi, j'ai plus l'impression que Roy c'est vrai. va pas rester que Mailloux. Tu sais, j'ai aucune information privilégiée, mais on dirait que non, je pense pas que Josh va faire sa carrière avec le Canadien. Non plus. À voir. Hey, ça ferait comme Doug. Ça japperait sur un temps. Ouais. Comme avec le truc de carte de hockey, là, le monde sont refroidis. On parle pas de Joshua Roy. Personne n'en parle. Non, c'est une joke. Là. Ça va quand même bien à Laval. Là. Mais tu sais. Oui. C'est dommage que ça son profil. Mais moi, c'est la vitesse. Moi, c'est la vitesse. C'est vraiment. Pour vrai, là, s'il prenait une coche de vitesse cet été, là. Puis je dis pas juste patiner puis faire du vent comme Newhook. Non, c'est l'exécution. Mais ouais, parce qu'il est vraiment intelligent. Il a vraiment cette... Puis tu sais, c'est genre l'attaquant qui bloque le plus de tirs, fait qu'il sait où se placer, il sait comment... Il est vraiment intelligent, mais... Tu sais, pour le show, là, c'est... Faut que ça va vite, là. Fait que... Ouais. Bon choix. Ouais. Moi, je lance une prédiction comme ça dans l'air. On verra si je vais avoir raison. Mais à l'été 2025, Ivan Demidov va signer son contrat d'entrée assurément. C'est presque sûr qu'il va signer à Montréal. Fait que tu vas avoir la certitude qu'il s'en vient avec le Canadien de Montréal. Moi, je pense que la transaction de Pascal, ça ne passera pas par une signature, ça va passer par une transaction. La transaction qu'on attend pour tourner le coin va arriver au repêchage et le CH repêchera aucunement en première ronde. C'est l'année, là. Tu as 2 choix de première ronde. Tu as Demidov qui s'en vient. Tu as Slav qui est déjà dans l'équipe. Tu as Edge qui se développe bien. Tu as Fowler qui s'en vient. Dobush a confirmé des choses en étant dans la Ligue nationale. T'as-tu encore besoin de repêcher 2 joueurs en première ronde en 2025? Oui. Moi, ma réponse présentement, c'est non. Pas des méchants. Pas des méchants, mais... En plus, si tu t'approches d'une place en série et que tu repêches dans la dernière portion de la première ronde, tu as encore moins de chances d'avoir un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Moi, j'échange les 2 choix de première ronde. T'es plus pareil depuis que tu fais plus de listes.
C'est peut-être l'aspect émotif des espoirs. Je suis pas attaché aux espoirs cette année. Non, mais tu sais, honnêtement, Ouais, je comprends. j'en ai regardé quand même des espoirs, pas autant que vous autres cette année. Puis je suis ce que vous faites et tout. Ma décision n'est même pas basée sur la qualité des joueurs qu'on pourrait Non, c'est obtenir. clair. Tu parlais de Nesbitt. Je l'ai vu, Justin Carbonneau, cette année, puis j'aimerais ça qu'il tombe dans les mains du CH. Je pense quand même que le CH ne peut pas négliger la LHJMQ cette année. Si tu es capable d'avoir Caleb Desnoyers, il va falloir que tu finisses pas mal plus bas au classement pour l'avoir. Fait que je l'exclus comme du débat. Je pense pas qu'il l'aille. Mais si tu penses être capable de pogner Carbonneau en fin de première ronde, ou que tu échanges tes 2 choix de première ronde puis tu obtiens un deuxième centre immédiatement dans la Ligue nationale, moi, j'échange les 2 choix de première ronde. Puis en deuxième ronde, tu iras chercher un Bill Zonon s'il est encore là. Des joueurs de la LHMQ vont en avoir. Là. Cette année, il y en a là, dans deuxième, troisième ronde. Tout est inactif. Moi, personnellement, là, c'est dans le meilleur des mondes, tu échanges tes 2 choix de première ronde cette année. Puis probablement avec Mailloux, tu vas te chercher un deuxième centre qui est prêt immédiatement à jouer ce rôle-là dans la Ligue nationale. Kirby Dack tombe troisième centre ou ailier sur ton deuxième trio. C'est final bâton. Pour moi, c'est réglé. C'est moi, j'aurais rien contre. C'est juste good. On verra c'est qui est à qui. Mais moi, ça me dérange pas. C'est comme New York. J'étais content. New York. York. Un attendant. J'étais quand même content là, qu'il ait été changé puis tout, parce que c'était un bon attendant. Mais non, moi, le chaos, je suis all-in pour ça. Okay, imagine-toi, we have trade renounce, les deux contre... Ils vont signer Rantanen. Contre Zegras ou whatever. Tu sais, ça aussi, là, faut pas oublier. C'est un joueur qui est canadien, mais quand même. Là. Donc, ça pourrait arriver, là. C'est pas Est-ce que c'est un deuxième centre? On en reparlera, là. Mais c'est ça. Rantanen peut jouer au centre. Tu échanges les 2 choix de première ronde contre ses droits de signature. Là, parce que ça coûterait moins que ça. Ça coûterait moins que ça. Non, là. T'attends, tu te donnes 14 millions pour ça, c'est tout, là. Non, mais non, les options sont là, sont assurément là, les options, en fait. Il faut juste que tu ailles voir les joueurs qui étaient en rumeur l'année passée ou cet été, là. Puis, m'amener un an et demi plus tard, c'est là qu'ils se font échanger, là. Fait que, Zegras, c'est ça que ça fait, là. Ça fait un an et demi qu'il est dans les rumeurs. Ouais, peut-être que ça va être là. T'sais, moi, ça m'étonnerait vraiment pas, là. Fait que, on verra bien. Mais il faut vraiment qu'il se concentre sur sa défensive à droite, là. Oui, Renbacker, mais il faut quelqu'un d'autre. All right. Très belle discussion tout au long. Merci, désolé pour les mauvaises blagues. Plaisir. Merci de t'être joint à nous pour ce podcast. Puis, on rappelle, avant de terminer, aux membres Patreon, le top 100. Oui, c'est vrai. Hey, merci, Pascal. Hey, on a skippé les cartes. J'ai demandé tantôt si vous en ouvrez. Ben oui, yes. Oui, mais... Ouais, mon fils a pogné ça, mais... Pogné ça, c'est ça, là. Slavkovski Young Gun Canvas, Black and White. Ah, mais je vous ai écouté, je pense, quand vous l'avez... l'enfant de chienne, ouais, c'est pas gentil. Elle sait très bien que c'est pas personnel. Mais non, c'est ça. Dans le dernier podcast, on était avec Marc-Olivier, puis on n'a pas pensé faire notre dévoilement. Pas de mood. T'as-tu un clavier blanc, genre? C'est quoi ton clavier? Ok, ça va l'air d'un vieux clavier d'école, là, tu sais, là. Avec une souris et une boule là-dessus. Une toune. C'est ça. Je suis à jour dans mes... Bon, ben... Périphérique. Il y a beaucoup de bases. Il y a Sorokin, Voronkov, Huberdeau, bon. Zary, TRH, Fantilly, Kucherov qui est pas en train de faire un coup de salaud en fin de match. Ça, c'est un vrai enfant chien. T'as donc bien des Russes dans ta gang. J'ai une Young Guns, Pascal, mais je vais la garder pour la fin. Bon. Tu l'as changé contre un autre. Une autre de Kucherov. Ben voyons. T'as pogné le paquet russe. Ryan McDonough. Oh, Pascal.
Elle vaut rien, mais Matthew Nice. Nice. Oh. Nice. Pas Marco Gaspar. Nice. Forster, Clifton et la Young Guns. Un joueur des Golden Knights de Vegas. Tu me diras si tu le connais, Pascal. J'ai aucune hostie d'idée c'est qui. Oh. Mason Morelli. Non, je sais pas c'est qui. Bon, fait que ça n'aura pas été fructueux. Jess, tu nous auras pas porté chance pour ce podcast, malheureusement. On va ouvrir mon paquet Tim Hortons. J'ai plus d'ongles ici. Mais ça, c'est le fun. Les cartes de base, ça fait des beaux cadeaux pour les filleuls puis les neveux. Puis... Ouais. C'est tout le fun. Philippe Wolfberg. Après ça, William Eklund. Puis, nice. Dawson Mercer avec... une carte genre qui change de... Ah ouais? Ah, c'est cool ça, par exemple. J'en ai plein des de même dans l'ancien temps. Ça vaut genre 10 cents, là, mais... Ouais, McDonald's. Hein. Le prix d'un réel, ça. C'est ça. Tim Horton. Card value. Marqué quelque part. Les fausses valeurs de carte. Je pense pas, Pascal, que ta carte de Mercer va valoir une fortune. Je pense pas qu'on va... Je pense pas qu'on va réhypothéquer ce soir avec nos cartes. 75 $. Ben oui. C'est marqué là. Je vois pas à l'écran. C'est vrai? Je sais, mais oui. Justement pas. Ah ouais? Mais je pense pas qu'elle vaut ça sur le marché, là. Mais, par contre, sur Canadian Hockey Card, ça dit les valeurs des cartes Tim Hortons, mais généralement, ça vaut moins que ça, pas mal, là. Mais c'est marqué 75 $. Nice! Ben, vends-la tout de suite. Tu vas pouvoir t'acheter la série 2. Ouais. Upper Deck. On va sûrement s'acheter des petits paquets de ça. Mishkov puis Celebrini, là, ça vaut la peine. Je vais probablement m'en racheter une boîte aussi. 149$ en ce moment en précommande. Brouille-toi parce que ça va augmenter. Je suis tombé dedans un peu. J'aime bien ça. All right. Donc, ce que j'allais dire avant d'ouvrir les cartes, c'est que le top 100 U23 de Pascal va être disponible sur Patreon pour les membres seulement. Donc, membres payants, pas les membres qui sont avec des forfaits gratuits. Le top 100 va être disponible en format tableau sur le Patreon. En commentaire, laissez vos questions, vos analyses, vos insatisfactions. Puis Pascal, dans une capsule, va répondre aux questions, aux interrogations sur pourquoi un tel avant un tel, ici et ça, aux analyses que vous allez laisser en dessous de l'image. Capsule qui va être disponible possiblement la semaine prochaine, mais ça se peut que ce soit l'autre semaine d'après. Là. Des fois, les horaires, c'est un petit peu plus dur. Vous l'avez constaté, la semaine passée, il n'y a pas eu de podcast. Donc, voilà, top 100 U23, exclusivité Patreon pour les membres payants. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Pascal, Jess, un gros merci pour le podcast. Super plaisant de jaser avec vous autres du CH et du Rocket. C'est vraiment toujours apprécié des auditeurs également. Puis, on se revoit à tous et à toutes dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Salut tout le monde. Salut.